Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast où on vous parle de technologie et même de nouvelles technologies. Nous sommes le 12 août 2004 et puis ça fait maintenant quelques années qu'on a l'habitude de se retrouver chaque été pour parler de l'actualité, de la technologie, de savoir un petit peu ce qui s'est passé et puis faire un petit peu le jeu des prévisions. Je suis Guillaume Vendée. Et je suis très heureux de retrouver, après cette année entre guillemets scolaire, parce que bon, l'été est déjà bien entamé en cette mi-août, Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu? Écoute, ça va bien, je vois qu'on se professionnalise, t'as vu, maintenant on fait un Ouais. podcast, ça y est là. Ouais, tous les ans maintenant, on s'y tient, c'est absolument une fois par an. Et ce serait peut-être intéressant un jour qu'on se replonge dans les premiers épisodes de podcast d'il y a quelques années. Peut-être qu'on commencerait à voir que les choses ont bien vieilli. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Bah en fait avant c'était pas un podcast vraiment quoi, je veux dire, Mm. on s'enregistrait juste pour le fun, tu vois, mais bon maintenant les Sur des gens ils cassettes. s'enregistrent sur le fun et ils se mettent sur internet, alors pourquoi on ferait pas? Absolument, on va en profiter. Peut-être qu'on a un truc à développer. Et puis, allez, vision du futur, quoi. Dans 20 ans, on est encore là. Et puis, on continue à faire le même exercice chaque année. Comme ça, ce serait rigolo, t'imagines? Ah, Ce j'imagine, serait... on serait deux vieux monsieur comme ça. Ah, ce serait drôle. Oh, à quoi je ressemblerais dans 20 ans, tiens? Je... Non, tu seras Ah, toujours je aussi serais... beau bien sûr. Ah, je suis sûr qu'il y aura des outils, d'ailleurs, qui nous permettront de visualiser de manière très fiable à quoi on ressemblera dans 20, 30, 40, 50 ans. Je suis sûr qu'il y en a plein qui bossent là-dessus, d'ailleurs. Guillaume, en tout cas, je sais que tu as fait un gros boulot sur la base des magazines que tu as ramassés et que tu as pris le temps de décortiquer. Et puis, il y a plein de choses que tu voulais partager. Juste un petit mot, juste avant, ça va? Tu souffres pas trop de la clim où tu es? Comment ça se passe? Non, ça va, écoute, là c'est vrai que ça me fait un peu étrange parce que je suis en Angleterre, moi je suis en stage en Angleterre à Londres là, en ce moment et c'est vrai que c'est assez dépaysant. Et bon, je suis pas trop conquis. Je mentirais hein, si je disais que je suis conquis par la ville, ni même par le pays, mais au moins il fait moins chaud, voilà, et puis ça Ah change un oui. petit peu, puis il y a des bons côtés aussi, voilà. Mais là, je suis dans le sud pour les vacances, c'est vrai que ça tape. On s'est pris énormément de pluie cet été, et encore récemment, là, mais là, voilà, il fait bien chaud. Hein. Après, moi, ça va. Bon, il y a un stress, hein, je te cache pas, à Londres comme ailleurs, après les attentats monstrueux de Madrid, quand même. Bon, là, on vient de choper Saddam, hein, il est en procès, mais j'ai bien l'impression que ça va rien résoudre avec les Ouais. islamistes et Al-Qaïda. Donc c'est vrai que c'est Voire une pire, ambiance... hein. Bah ouais, ouais, non, mais c'est une ambiance un peu anxiogène quand même dans le métro. Hein. Heureusement, j'ai la chance de pas avoir à le prendre tous les jours là-bas. Mais ça fait un peu réfléchir. Hein. On se dit que voilà, bientôt, il pourrait y avoir des attentats numériques, hein, des cyberattaques massives dans un avenir proche d'ailleurs. Est-ce que tu as vu passer MyDoom, par exemple? Alors non, c'est quoi ça, MyDoom? Bah, ils en ont parlé dans l'ordinateur individuel, hein, mais en fait, c'est un sujet très important aujourd'hui. C'est que comme Internet se banalise, bah, il y a des nouvelles nuisances qui arrivent avec, et même de nouvelles menaces. Hein. MyDoom, c'est le nom donné à un virus qui a été détecté pour la première fois en janvier de l'année dernière. Hein. Il se propageait principalement par email. Donc on t'envoie une pièce jointe avec un message qui imite un message d'erreur. Hein. Votre mail n'a pas pu être envoyé, un truc comme ça. Mais il avait aussi un mode de dissémination plus sophistiqué. Il se propageait sur Casa aussi. En volume, ça n'a pas compté beaucoup, mais c'est quand même original de passer par un réseau peer-to-peer comme ça. Hein. Et surtout, MyDoom, c'est un virus qui avait une cible bien identifiée, et c'était un éditeur de logiciels Unix qui s'appelle SCO. Donc MyDoom, en fait, c'est une attaque cyber, quoi, ni plus ni moins. Le site Ah. de SCO qui l'a assailli, qui a été assailli de quoi là, de demandes, tu vois, on a envoyé plein de demandes de connexion, 100 millions par seconde sur le site, qui évidemment est tombé à genoux. Et évidemment, alors MyDoom avait, alors évidemment, ça a causé des soucis à SCO, mais heureusement, MyDoom avait un bug qui a permis l'attaque dans 17,5% des cas, donc ça aurait pu être bien pire. Alors Ah ouais. SCO a mis la tête à prix de l'auteur du virus, hein, 250 000 $ pour l'auteur, voilà, si quiconque donne des indices pour trouver l'auteur du virus. Mais c'est pas fini, hein, parce que MyDoom, en fait, a plusieurs étages. C'est comme une fusée de feu d'artifice. Il installe aussi un cheval de Troie, qui ouvre une porte dérobée sur la machine, hein, et qui devait permettre d'attaquer Microsoft. Et aussi, d'ailleurs, ils ont fait une prime, ils sont pas contents, là, donc il y a une véritable chasse à l'homme hein, qui s'est ouverte. Et au second semestre, MyDoom, ça a été un parmi d'autres en réalité, puisqu'il y a eu d'autres virus aussi qui sont... Donc, maintenant, on connaît un petit peu les noms hein, qui circulent dans les magazines. Il y a SoBig, Bugbear et MeMail. C'est Les les... noms sont géniaux. J'aime beaucoup aussi, ouais, ça fait tellement dans les, tu sais, les trucs, les films ça fait un peu, ouais, ça fait très hollywoodien finalement. C'est des virus qui, d'ailleurs, désormais, ont aussi des objectifs qui sont bien définis. Et c'est pas des objectifs innocents du tout, quoi. C'est pas des trucs, c'est pas des démos techniques, c'est vraiment des trucs avec un objectif spécifique.
c'est vrai qu'on parle de virus depuis toujours, le premier date. La malveillance, quelque part, c'est ça que tu veux dire, c'est qu'au-delà de la prouesse technologique, il y a une vraie volonté de nuire maintenant. Il y a une volonté totalement identifiée de nuire à quelqu'un en particulier. Et c'est vrai que les virus, dans les années 80, c'était plutôt des démos techniques, voilà, c'était un petit peu... voilà, on se comparait qui a la plus grosse, quoi. Mais puis bon, en 92, on a eu Michelangelo, qui s'est propagé par des disquettes de jeux, puis on a eu Melissa, le premier virus qui se propageait vraiment par Internet, il utilisait les contacts Outlook. Et puis il y a eu le très célèbre I Love You, qui se propageait par VBScript, qui détruisait les fichiers, mais jusqu'ici, c'est des dégâts qui n'étaient pas ciblés, quoi. Ça ratissait large, voilà, ça faisait des dégâts pour faire des dégâts, en fait, tu vois, c'était plus des démos, quoi, de la frime. Mais là, la virtuosité technique, elle se met au service d'un acte de malveillance intéressé et bien défini. On fait des virus pour gagner du fric ou pour nuire à des concurrents. Et demain, peut-être, on aura des attaques sur des cibles stratégiques, dans le cadre de conflits, quoi, de vrais conflits. Alors, ouais, j'y crois pas trop parce que quand on voit ça arriver, il est évident que à l'avenir, la sécurité informatique, c'est vraiment un métier qui va se développer de manière assez magistrale et que probablement que ces attaques seront relativement rares. Finalement, on peut s'imaginer que les barrières seront suffisamment fortes. Il y a qu'à voir là. Je crois que c'est sur Windows, il y a des prévisions de vraies améliorations en matière de sécurité. Ah oui, on Ça va le aura voir tout ses de limites, suite. tout ça. On va le voir tout de suite, mais il faut pas non plus sous-estimer les cybercriminels qui sont de plus en plus qui se sophistiquent, quoi. Et puis surtout, il y a tellement de gens qui commencent à avoir Internet, il y en aura tellement plus demain que ce sera encore pire. Tu vois, on a tous des boîtes email et on reçoit tous du spam. C'est la nouvelle plaie qui arrive avec l'Internet de masse finalement et ça s'aggrave de jour en jour. Il y a jusqu'à 70 millions de messages par jour qui sont envoyés par pourtant une poignée d'acteurs malveillants et c'est envoyé par des machines zombies ils sont infectés par des virus comme SoBig par exemple, là c'en est un. Et 60% du spam sera envoyé par des machines infectées. Et il y a d'autres virus comme Memail qui eux se chargent de collecter et d'agréger des millions d'adresses mail qui les pirates les accumulent, quoi. Et après, ça fait des sortes de trésors de guerre qui gravent sur CD, et les pirates s'échangent les CD comme ça. Et c'est vraiment... on peut avec ça avoir des profils de gens, quoi. On peut agréger des données, les croiser et faire des profils de gens. Et on trouve donc du chantage aussi. On trouve des actions qui sont ni plus moins que du chantage. Par exemple, il y a des casinos en ligne, donc c'est en Angleterre, je crois, qui ont été sommés de payer 50 000 livres, sinon ils allaient être submergés de demandes exactement comme SCO, comme avec MyDoom, quoi. Et c'est peut-être une mesure de représailles, d'ailleurs, on n'en sait rien, peut-être que justement SCO il a pas payé, tu vois, et c'est pour ça qu'il s'est fait attaquer. Et tout est possible, tu vois, et même nous à l'abri, nous les particuliers, on n'est pas à l'abri, tu vois, personne n'est à l'abri. Des virus peuvent s'installer sur nos PC sans le dire, parce que là, le but, c'est pas juste de casser pour casser, quoi. C'est vraiment pour, par exemple, voler des infos personnelles, des mots de passe, etc. Donc Bugbear, là, dont je parlais tout à l'heure, c'est un mouchard, comme ça, qui enregistre tout ce que tu tapes au clavier. Et quand tu es sur le site d'une banque, par exemple, évidemment, c'est super sensible, quoi. Tu vois, dès qu'un identifiant complet est récupéré, c'est envoyé aux pirates, et après, on vibre le compte, que tu sois au Crédit Lyonnais ou chez PayPal, c'est pareil. Ouais. Et il y a même plus simple, sur le principe, il y a Kayam, qui présente un faux écran d'authentification eBay, et qui envoie toutes les infos à des pirates qui collectent des profils à revendre. C'est malin quand même. Un profil complet, après ça se vend, et ça peut se vendre jusqu'à $50, et puis n'importe qui peut se faire passer pour toi. Et c'est une technique qui s'appelle le phishing. Phishing, Alors phishing, c'est comme pêcher. Prends pour un poisson, quoi. Ouais, c'est ça, mais alors, le truc, c'est que ça s'écrit avec PH. C'est phishing avec le PH, parce qu'en fait, le PH, ça vient du rapprochement avec fracking, parce que le fracking, c'est comme ça qu'on appelle le piratage téléphonique. Et donc, fracking plus phishing, tu les compresses, ça fait phishing, mais avec PH au début. C'est comme ça, La créativité n'est pas que dans les noms de virus, quoi. C'est aussi dans les démarches, comme ça. Ok, très bien. Mais tu vois ce que je veux dire quand même quand je dis qu'il y a, quand on voit l'évolution vers laquelle ça va, et puis la vitesse à laquelle ça va, je pense que c'est une période qu'on vit là. Je sais pas, tu partages pas mon sentiment que de dire que tout ça, finalement, ça va être... on va trouver des solutions assez rapidement pour annihiler le spam, et tous les mails qu'on recevra demain seront que des choses désirables, que les virus, finalement, ce soit quelque chose qui atteigne les limites de la sécurité. Je pense qu'assez vite, ça va avoir ses limites, non ? On n'est plus dans les années 90, tu vois. Il n'y a pas forcément de révolution sur le principe de ce qui est fait aujourd'hui au niveau au niveau des attaques. Mais le problème, c'est qu'il y a une connectivité qui devient mondiale, et la propagation des choses devient tellement plus rapide et massive que ça change quand même pas mal de trucs, et ça concernera tout le monde, pas seulement ceux qui s'échangent des disquettes ou des CD un peu à la louche.
Je veux dire, dans les années 90, ouais, tu pouvais prendre un virus avec une disquette. Aujourd'hui, tu peux prendre un virus en faisant rien du tout, juste en te Ouais, connectant c'est à sûr. Internet. Et du coup, ça va devenir un enjeu de société parce qu'il faudra que tout le monde le sache et que tout le monde fasse attention. Il faudra en parler à l'école même, tu vois, apprendre à tout le monde à faire attention C'est lorsqu'on dingue. est connecté. Mais bon, je suis d'accord avec toi, il y a quand même voilà, des progrès à faire et il y a des progrès qui vont être faits très très bientôt. Là, hein. Tu parlais de Windows XP. Attends, Effectivement. je surveille là, excuse-moi, parce que j'ai la connexion ADSL. Alors, on peut peut-être expliquer aux gens comment on fait pour enregistrer nos podcasts. En fait, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on discute en ligne avec nos connexions. T'as quoi comme connexion là, toi, depuis Londres? Ah, non, mais là, je suis dans le sud. Ah, t'es dans le sud? Je croyais que t'étais encore à Londres. C'est marrant, comme on n'est pas à côté, j'arrivais même pas à savoir où t'étais. Mais parce que je me disais, en plus, comme ça aurait pu te coûter sans doute hyper cher. Mais en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on discute à distance à travers Internet et puis on enregistre chacun notre piste. Et puis après, on vous dévoile pas tous nos secrets, mais il y a l'un de nous deux qui récupère les deux pistes et qui les mixe en un seul morceau. Et donc, ce que vous entendez là, c'est un épisode, mais on l'a enregistré à distance. Et j'ai ma connexion, moi, là, qui semble fluctuer un peu. Je suis désolé, j'imagine que la DSL, ça va évoluer, mais que c'est pas encore tout à fait ça. Donc oui, excuse-moi, Guillaume, on parlait de Windows XP tout à l'heure. Oui, bah c'est ça, l'enjeu de la sécurité sur Internet, ça n'a pas échappé à Microsoft, hein, puisque Windows XP vient de recevoir son service pack 2, qui est vraiment centré autour de ça. Donc il y a plus, tu sais que les services packs en général, c'est juste une compilation de correctifs ou de mises à jour. Hmm. Là, il y a carrément une refonte du pare-feu complète dedans, qui devient activée par défaut, et ensuite il s'active d'ailleurs très tôt au démarrage, pour pas laisser trop de temps au virus de s'installer confortablement. Donc pratiquement tout de suite, il y a un pare-feu, donc il y a une protection qui est virée, qui se lève très très vite. Tu sais, le pare-feu, ça ferme les portes de la machine, à moins qu'on lui demande Mhm. explicitement, ou que ça soit un usage très très standard. Et là, il va pouvoir ouvrir dynamiquement des ports pour des trucs de base, hein, je sais pas, comme une demande d'impression par exemple, et puis les refermer ensuite. Et c'est toi qui vas indiquer quels logiciels vont être autorisés à se connecter et comment. Le pare-feu de Windows donc va devenir beaucoup plus efficace, et d'ailleurs ça va menacer les pare-feux-tirs, hein, comme Zone Alarm par exemple, que moi j'ai pas mal utilisé d'ailleurs, que je crois que j'ai toujours d'ailleurs installé. Le SP2 va aussi permettre de bloquer les pop-up d'Internet Explorer, si tu utilises toujours donc le navigateur intégré. Alors moi j'ai toujours été plutôt Netscape, hein, vraiment. Netscape qui est devenu Mozilla d'ailleurs, et ils avaient un navigateur d'ailleurs qui s'appelle Firebird. Ils viennent de se renommer Firefox. Et alors Ok. c'est encore en bêta pour l'instant, mais c'est prometteur. Il est rapide, il a des onglets, ça c'est très pratique les onglets quand même. Et puis lui aussi il permet de bloquer les pop-up, ça c'est quand même pas mal. Et bon bref, le SP2, c'est aussi une meilleure gestion du Wi-Fi, il y a aussi évidemment pas plus que la sécurité, le Wi-Fi devient plus facile à configurer. Tout ça avec voilà, des performances complètement identiques, il n'est pas plus lourd, hein, que l'XP de base. Et donc en gros, avec un Pentium 3 de 156 mégaoctets de RAM, c'est très confortable, voilà, il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, en parlant de CPU, pour les chanceux, hein, qui auront une puce AMD 64 bits, le SP2 pourra aller encore un cran au-dessus, puisqu'il va intégrer la possibilité d'utiliser le NX-bit. Je sais pas si t'as entendu parler de ça, ça va Pas être une du tout. petite Qu'est-ce que c'est révolution, que ça ça. encore, barbare là, vas-y, c'est quoi? Bah, Intel a pas encore fait l'annonce à son sujet, il y a vraiment que AMD pour l'instant qui est dessus, mais ça, enfin, à mon avis, ça va devenir la norme, quoi. Hein. Alors, c'est les Athlon 64 et les Opteron, qui sont les AMD donc pour les serveurs, qui vont proposer le NX bit, NX pour Non-Execution Bit. Donc ce sera pris en compte par Windows XP SP2. Et le principe, il est tout simple, hein, mais très puissant. C'est-à-dire que c'est un bit qui permet de marquer, si tu le mets à 1, bah, il permet de marquer des zones de mémoire comme étant non exécutables. C'est-à-dire c'est des zones qui sont marquées comme étant, enfin, comme ne contenant pas de code, et donc ce ne sera pas exécuté par l'OS quoi qu'il arrive. Et ça, c'est super parce que ça empêche la plupart des attaques de buffer overflow, tu sais, c'est-à-dire quand tu écris dans une zone où t'es pas censé être parce que bah, t'as un buffer qui t'est alloué, et puis tu envoies un truc qui est trop long, donc tu débordes du buffer, le logiciel est pas bien programmé, donc bah, en fait il laisse passer, et du coup t'as des octets qui se retrouvent à l'extérieur du buffer, là où ils devraient pas, et si tu y mets du code, mais il pourrait être exécuté, et il pourrait être exécuté avec le niveau de privilège de l'application d'origine, un niveau de privilège trop élevé, la plupart du temps c'est ça qu'on recherche. Et là, si le NX-bit est à 1, bah, l'OS, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si on est à l'extérieur du buffer, bah, de toute façon, il n'exécutera pas le code, quoi qu'il arrive. Et ce type d'attaque, c'est quand même la moitié des bugs et des correctifs de sécurité qui sont publiés par Ah, quand Microsoft même. depuis la sortie d'XP. Donc c'est super important. Et bon, bah, probablement, ça va devenir de plus en plus courant, quoi. Dans les évolutions, Guillaume, qui laissent imaginer, comme je te le laissais entendre, que les choses vont quand même se tasser, c'est qu'il y a quand même aussi, pas que sur le plan de la sécurité,
que les choses vont commencer à se blinder, comme avec ce SP2 de Windows XP. Mais il y a aussi sur le plan un peu légal, hein, j'ai l'impression, il y a des initiatives qui montrent que d'un point de vue politique, ça y est, ils s'emparent un peu de la réalité d'Internet maintenant. Ouais, bah, carrément, le Sénat a adopté la loi pour la confiance dans l'économie numérique, hein, dite la LEN, de son petit nom, LEN. Et la LEN, elle est donc fraîche, et elle transpose dans le droit français des directives européennes qui datent globalement de l'an 2000. Hein. C'est pas si nouveau que ça. Et ça y est, hein, c'est vrai que voilà, ça veut dire, ça montre que les sujets tech deviennent des sujets politiques, quoi. Des sujets de société même, hein. La LEN a été controversée, elle encadre pas mal de trucs, les relations entre clients et cybermarchands par exemple, les contrats électroniques aussi. Et à l'inverse, qui a été beaucoup plus discutée, qui est la suppression du contenu illégal en ligne, parce que le contenu illégal en ligne, effectivement, il y en a, hein, c'est forcément, et c'est compliqué à gérer finalement, parce que il y en a partout, c'est très difficile à contrôler. À un moment, les hébergeurs ils ont été complètement paniqués parce qu'ils pensaient qu'ils allaient devoir filtrer le trafic Internet, tout le trafic Internet. Et finalement, le Sénat les dispense de ça. Par contre, ils ont quand même des obligations. Dès lors qu'ils seront informés de la présence de contenu illicite, ils vont devoir le virer. Une demande qui peut être faite absolument par n'importe qui, mais qui ne peut pas être anonyme. Et puis il y a une demande abusive, évidemment, sera punie. Hein. Vous pourrez avoir des grosses amendes pour avoir fait une demande abusive. Certains, quand même, crient à la privatisation, hein, je cite, de la justice, puisque tout ça est fait sans la police, sans la justice. C'est-à-dire personne à intervenir, il n'y a pas de plainte à déposer, il n'y a pas de, il n'y a rien à faire de spécial. Heureusement, j'imagine, parce que on dit, les gens se plaignent que la justice n'a pas à intervenir, mais vu la vitesse incroyable à laquelle vont les procédures en général, voilà quoi, tu vois, t'imagines s'il fallait gérer tout Internet et tous les trucs qui sont postés sur les sites. Bon. Ça va pas s'arranger en plus. Ben ouais, c'est ça. Alors bon, il y a une autre critique aussi, c'est la notion de prescription, parce qu'en quelque sorte, c'est en quelque sorte une notion de prescription, puisqu'un contenu problématique en ligne, hein, il reste attaquable tant qu'il est en ligne, tant qu'il est visible. Alors que pour la télé, c'était pas pareil. Apparemment, j'ai appris ça, il faut que dans les 3 mois après la diffusion, tu te plaignes. Sinon, ta plainte est... c'est logique, t'imagines, des trucs qui auraient été diffusés il y a de ça 5 ans, 6 ans... Bon, enfin là, quand c'est passé, quoi. Mais tu vois, le truc, c'est que si toi, t'as posté des machins louches en 93 et que c'est toujours en ligne, on peut toujours, encore aujourd'hui, venir te foutre en tôle pour tes délires d'ado, quoi. Et c'est ça qui était qui faisait un petit peu peur. Après, il y a la question des emails aussi. Hein. Les emails, du coup, ne sont pas protégés par la LEN. Alors, c'est-à-dire, c'est pas comme les correspondances papier. Les correspondances papier sont considérées comme étant privées et donc inaccessibles sans procédure judiciaire. Donc les emails, par contre, eux, sont pas considérés comme quelque chose de privé aux yeux de la loi, quoi. Ce qui ouvre la porte à plein de fenêtres, j'imagine, puisque du coup, en gros, c'est pas considéré comme un truc privé. Il y a plein de gens qui peuvent les lire, plein d'entreprises qui peuvent venir les lire, etc. Est-ce que tu as des conseils, toi, d'ailleurs, par rapport à ça? Si tu veux être le plus confidentiel possible sur tes mails, il y a des solutions ou pas? Oh pas vraiment. En vérité, les mails sont pas cryptés. Non, mais les mails sont pas cryptés, à moins que tu utilises quelque chose comme PGP, que tu les chiffres et que tu envoies un truc chiffré, que ce soit déchiffré de l'autre côté. Mais sinon, il y a pas grand-chose pour l'instant. Hein. Moi j'ai mon mail Wanadu, j'ai pas trop d'espoir. Hein. Tu mets pas de choses confidentielles dessus? Non, jamais, bien sûr, on sait jamais. Dernier truc, hein, d'ailleurs, la LEN interdit aussi le démarchage par courrier électronique. Donc en gros, elle interdit le spam. Le spam. Tu vois, je t'avais dit que ça allait s'annihiler. Ça. Ouais, ça va être interdit bientôt. Alors, le truc, c'est que c'est interdit. Et d'ailleurs, même le spam légal, entre guillemets, c'est-à-dire en gros le marketing, quoi. Hein. En fait, les pubs via email, en gros, donc sont interdites, mais le reste aussi, c'est-à-dire ce qui est pas sollicité, ce qui est sollicité, ce qui est pas sollicité, quoi. Mais dans les faits, qu'est-ce que ça change, tu vois? Étant donné que le spam est massivement produit hors de France, parfois par des réseaux de PC zombies, tu vois, je sais pas trop ce que ça va changer. Oui. Mais bon. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est limite des virus qui engendrent ça, quelque part c'est compliqué d'aller, effectivement. Mais tu vois, je sais pas ce que t'en penses, mais ce qui est sûr, c'est que les politiques se saisissent de plus en plus du numérique, et d'ailleurs au Festival de Cannes, Chirac a été très clair, le piratage de films ou de musique menace la culture. Le nouveau ministre de la Culture, d'ailleurs, hein, de ce superbe nouveau gouvernement Raffarin II, veut une grande campagne de sensibilisation pour les jeunes. Tu veux vraiment leur mettre dans la tête que pirater c'est mal. Et puis, il est bien possible que dans quelques années, les gouvernements se donnent la liberté de récolter des adresses IP pour mettre des amendes aux pirates. Pascal Nègre a aussi annoncé des actions en justice à Cannes. Hein. Les ventes de CD ont baissé de 11% en 2003, et Pascal affirme que c'est à cause du peer-to-peer. Pourtant, Casa, Winamis ou Grokster ont aussi perdu de la fréquentation, alors que les connexions sur les sites payants Napster et iTunes, eux, ont doublé.
Alors qu'est-ce qui se passe? Les internautes préfèrent le MP3, apparemment, parce que voilà, ça le vend en poupe, il y a plein de lecteurs, tout ça. Mais peut-être même qu'ils préfèrent les MP3 Lego aussi, parce que c'est plus pratique, hein. Ou alors est-ce qu'il y a une migration massive vers d'autres logiciels comme eDonkey? Je sais pas, parce que j'ai pas vraiment de chiffres fiables sur les proportions, tu vois. Bon, perso, j'ai découvert un truc qui s'appelle BitTorrent, mais bon, ça reste entre nous, hein. C'est quoi ça? Bah, BitTorrent, c'est un nouveau protocole de peer-to-peer qui permet de partager les fichiers et même des morceaux de fichiers. Et ça Ok. marche, ouais, ça marche pas mal, hein. Ça ressemble un peu à du Casa, mais il n'y a pas un site, voilà, il n'y a pas le logiciel, comment dire. En fait, tu télécharges un lien BitTorrent, et après le logiciel Ouais. BitTorrent, il propage, enfin, il essaie de trouver ceux qui ont les autres morceaux, et toi, que si tu l'as, effectivement, tu C'est le un partages club, aussi. quoi. Ça te laisse une porte à un club et puis chacun partage le petit morceau qui va bien pour que tout le monde ait Chacun le morceau partage complet, les quoi. morceaux qu'il a, quoi, ouais, si tu veux, mais Ouais, d'accord, ça ok. marche pas mal. C'est assez Je suis rapide. partagé hein, sur le piratage parce que, bon, force est de constater, bon, ouais, je m'en cache pas, hein, j'ai évidemment mon disque dur qui n'est pas rempli que d'éléments pour lesquels j'ai fait les achats. Mais à côté de ça, je peux pas m'en satisfaire non plus. Tu vois, c'est difficile d'avoir cette différence entre un besoin individuel qui est quand même d'accéder à beaucoup de contenu très librement partout dans le monde pour pas cher, pour le prix d'une connexion. Et à côté, de se rendre compte qu'effectivement, il y a quand même une notion de vol. Comment tu vis ça, toi, à titre individuel, aujourd'hui, toi? Pas à titre individuel, je sais pas, enfin, moi, à titre individuel, je le vis plutôt bien, si tu veux tout savoir. Mais disons que Moi, ça me culpabilise quand même, pour pour l'instant, les c'est vrai que j'ai pas artistes. l'impression qu'on soit super nombreux et que, tu vois, enfin, Mmh. bon, il y a pas encore toujours plein de CD qui sortent, il y a toujours plein de films qui sortent, ouais, j'ai pas l'impression que ça nuise vraiment Ouais. à beaucoup de monde. Mais non, c'est sûr que ça commence à grossir de plus en plus, quoi, hein. Il y a de plus en plus de gens qui font ça. Ces dernières années, ça a quand même explosé avec la DSL. L'arrivée de la DSL a quand même changé beaucoup de choses. Et donc, pour le futur, c'est vrai qu'il faudrait quand même essayer de trouver un équilibre, quoi, entre tout Mmh. ça. Mais peut-être qu'à un moment donné, les services gratuits seront tellement plus pratiques que même si tu vois, si tu dois payer, je sais pas, allez, je dis un chiffre au hasard, hein, 15 € par mois, pour Mmh. avoir plein de contenu, C'est le prix d'un album. peut-être que ça vaudra plus la peine de télécharger. Oh, mais c'est pas viable, c'est le prix d'un album CD, Guillaume. Tu peux pas Ouais, imaginer ouais, t'as raison, qu'on t'as puisse raison. mettre, Je enfin, suis peut-être un petit peu trop optimiste, je sais pas. mais bon, ouais, on verra, on verra, on verra. Est-ce que tu es toujours un grand fan des jeux d'argent, Guillaume? Oh bah ça va, hein, ça va. Tout ça parce que j'ai voulu faire un poker la dernière fois. Bon, c'est bon, hein. Ah, t'as perdu, c'est tout, c'est comme ça. Bah d'ailleurs, je joue plus depuis. J'ai été dégoûté. Bon, je vais faire mon polémiste, mais écoute, si le piratage est illégal et qu'on fait la chasse aux Mmh. pirates, pourquoi est-ce qu'on Mmh. fait pas la chasse aux casinos en ligne? Parce que, en fait, alors déjà, j'ai appris des trucs parce que j'ai lu un article là-dessus sur un magazine. En fait, en règle générale, les jeux d'argent et de hasard sont interdits en France depuis OK. 1836. Alors les jeux qui font, je cite, hein, font espérer un gain qui serait acquis par la voie du sort. Tu reconnais C'est pas bien, le hein. principe du loto? Alors ouais, Ouais. si, mais justement, la Française des Jeux et le PMU, ils ont des dérogations. Ah, Bah oui, hein, donc tu c'est pas penses. totalement interdit, Et d'accord, chaque ouais. casino doit candidater apparemment pour être autorisé. Bon. Donc le PMU et le D'accord. Loto ont obtenu une extension d'ailleurs pour avoir des activités sur le web. Mais les casinos, non. Et il n'y a pas de casinos en ligne qui soient légaux en France. Il y en a 1700 néanmoins sur le net. Et on peut les visiter, évidemment, on peut les visiter si on a envie, quoi. Et donc chaque jour, Mmh. 1 million de Français visitent Non, chaque mois, pardon, 1 million de Français visitent des sites de jeux qui sont hors du territoire et qui profitent en gros qui profitent d'un énorme vide juridique même. Et ce vide, il va dans les deux sens. C'est-à-dire que la France les bloque pas. Non, tu peux y aller, hein, finalement, si tu veux, personne ne va t'empêcher. En contrepartie, rien n'est encadré. Et si tu gagnes, rien ne t'assure que tu auras tes gains d'ailleurs. Pareil pour les contraintes cachées. Hein, par exemple, tu peux pas retirer tes gains si t'es pas au-dessus d'un certain seuil. Ou alors tu fais Mmh. des pubs mensongères. On te fait miroiter des bonus, mais en fait, c'est tellement compliqué que jamais tu peux les avoir. Fausse erreur technique, faux casino si ça arrive, hein. Et ce qui est assez marrant dans cette histoire, c'est que c'est vraiment le Far West, quoi. C'est que les casinos peuvent aussi être des victimes des internautes. C'est le monde à l'envers. Il paraît qu'il y a les joueurs russes qui sont exclus de la plupart des casinos pour triche, fraude et arnaque à répétition. Ils empochent les bonus de bienvenue, et après ils jouent quasi pas, puis voilà, ils s'en vont. OK. Et bon, ils utilisent des cartes volées, des cartes de crédit volées. Voilà, donc donc tu vois, Internet commence à être encadré, mais bon, ça reste toujours un beau bordel, quand même, un joyeux bordel, et ça va rester encore longtemps comme ça. Ça va être un bon Far West pour, encore un bon moment. Écoute, merveilleux, merci. Ça, c'est un petit peu, sur le côté danger, hein, d'internet.
en espérant que ça évolue. Moi, je fais donc, vous l'avez compris, partie des optimistes qui pensent que tout ça va se consolider et se sécuriser et que dans quelques années, ce sera de l'histoire ancienne. On verra. Je vise peut-être gros. On continue, Guillaume, parce que tu voulais nous parler un petit peu de connectivité. Je parlais un petit peu de connexion ADSL tout à l'heure, Guillaume. Bah oui, t'as vu, parce qu'il y a de plus en plus de forfaits ADSL, et c'est de moins en moins cher, donc il y en a de tous les côtés. Il y a Wanadu, C'est clair. Neuf, Tiscali, Télé2, puis Free. J'ai l'impression qu'il y en a trop bien maintenant. entendu. Et en gros, c'est 30 € voilà, par mois pour une vitesse qui est variée entre 128 et 512 kilobits seconde. Et c'est même plutôt 35 € d'ailleurs chez Wanadu pour du 512. Avec ma copine, on regarde sérieusement pour se prendre un abonnement chez Neuf, parce que là, bon, on est chez Wanadu, mais bon, Neuf a l'air quand même plus intéressant. Donc faut dire qu'ils ont plus de frais de résiliation et qu'ils font des forfaits à 25 € plus 3 € pour le modem. En un an, avec un an à 20 € voilà, en promotion, 20 € par mois de promotion, quoi. Donc c'est quand même tentant. Wow. C'est même mieux que Tiscali qui essayait vraiment de se faire une place, quoi. Mais bon, tu peux avoir, tu peux avoir même moins cher. Il y a beaucoup de concurrence. Wanadu essaye de se démarquer avec une offre à 20 € par mois. Mais attention, elle est limitée à 20 heures de connexion chaque mois. Et c'est 3 € l'heure au-dessus. Ils ont une autre offre où c'est 5 gigaoctets par mois et 5 € de moins que le forfait illimité. Et là, c'est 3 € par gigaoctet au-dessus. Donc tu payes cash quand même ton gigaoctet. Bon, perso, je prendrais jamais un truc comme ça, mais c'est vrai que ça dépend vraiment de ton usage. Donc tu as des forfaits qui sont pas du tout illimités en réalité. Donc tu as des forfaits illimités, puis des forfaits un peu moins chers qui sont pas illimités, quoi. Mais bon, chez Neuf Télécom, c'est 5 € de moins si tu prends le téléphone chez eux aussi. Et ça, c'est intéressant, à condition de pouvoir être dégroupé. Alors, du coup, ça peut être pas mal. Bon, ma copine habite en région parisienne, donc il y a une bonne chance que ça passe. Et je crois qu'ils ont des forfaits qui vont jusqu'à 1 mégabit. C'est quand même génial. Franchement, le dégroupage, ça fait des années qu'on en parle, et c'est quand même le sens de l'histoire, je pense. Outre les 13 € d'économie de l'abonnement France Télécom, et l'ouverture du marché de la téléphonie, c'est quand même à la concurrence, quoi. C'est vraiment historique. On sent venir une sorte de convergence quand même vers la connexion qui sert à tout, parce que j'ai vu passer que Free, Neuf et dernièrement France Télécom, ils vont se mettre à la voix sur IP. Donc ta voix est numérisée et envoyée comme des données, ce qui fait que tu n'as plus à payer à la durée. Parce qu'en fait, c'est comme une connexion Internet, quoi. Donc si tu as une connexion limitée, tu as aussi la durée limitée sur la voix. Wanadu propose désormais un boîtier qui s'appelle une passerelle domestique, et il y aura un numéro de téléphone, un numéro en 087, et ça fera tout. En fait, la passerelle fera tout. Elle fera le haut débit, elle fera la téléphonie, et elle fera même la télévision par ADSL. Oh là là. C'est très cher chez eux, attention. En dégroupage, la concurrence va faire nettement mieux. Pour la télévision, ils en parlent dans l'ordinateur individuel. Il y a Free, France Télécom et Neuf qui proposent déjà des bouquets de chaînes avec leur offre au début. Pour l'instant, c'est des offres qui sont assez hétéroclites. Free, par exemple, propose la chaîne AB, des chaînes étrangères. France Télécom et Neuf, ils ont fait une alliance avec Canal Satellite. Alors, c'est uniquement disponible dans les grandes villes pour le moment. La qualité n'est pas toujours géniale, mais c'est un début prometteur. Il faut voir que la vidéo sur IP, ça a été testé il y a seulement 6 mois, et là ça commence déjà à devenir il y a des débuts d'offres vraiment commerciales, quoi. En tout cas, c'est clair que bientôt on aura une connexion internet qui servira à tout, et ça va vite devenir bizarre finalement de différencier le téléphone du reste, parce que tout va finir par passer par le même câble, tout sera numérique, et puis voilà. Est-ce que tu penses que ça va nous aider à enregistrer des émissions à l'avenir ensemble? Ah ben j'espère bien, oui, j'espère bien. J'espère bien, parce que comme ça au moins, voilà. Non mais de toute façon, c'est sûr que les offres ADSL vont devenir de plus en plus fiables, quoi, de plus en plus, plus puissantes, de plus en plus fiables, c'est sûr ça. Ok, merci beaucoup pour cette petite revue de l'ADSL. Et il y a quand même un top et un flop que tu as collecté, Guillaume, parce qu'il faut assurer le service après-vente aussi. Ouais, je parle beaucoup de prix dans le choix des FAI, mais c'est vrai que la qualité de service et de la relation client, c'est très important aussi. Et justement, il y a un gros comparatif. Dans un magazine du mois de mars, là, ils ont testé 9 fournisseurs, et voilà. Alors, c'est quoi ton tiercé gagnant? Attends, je te donne les partants quand même. Il y a les classiques Free, Wanadu, Neuf, Télé2. Et ils ont aussi La Poste, Club Internet, AOL, Cario et Tiscali. Wanadu, Club Internet et AOL. C'est ça ton tiercé gagnant? Ouais. Non, pas du tout. Et écoute, c'est assez inattendu en note globale, c'est Club Internet qui est nettement devant. Ah, tu vois. Il y a AOL ensuite et La Poste. Ah, alors. Et le truc, c'est que c'est très violent pour Wanadu, qui est avant-dernier, juste devant Tiscali. Or, les notes sont pas si catastrophiques, en fait, ça varie de 10.5 à 15.5.
Wanadu est totalement lamentable en termes de temps d'attente. C'est 56 minutes au total contre 6 pour La Poste ou 15 pour Télé2 Mince. et 18 pour Club Internet. Mais ce qui est super marrant, c'est qu'à La Poste, c'est très rapide. Donc t'attends pas longtemps, mais alors c'est eux qui te racontent le plus de conneries. Ah. En termes de pertinence des réponses, La Poste est dernière de très très loin, donc avec une note de 5 contre 16,5 pour Club Internet, qui savent apparemment de quoi ils parlent, quoi. Donc Wanadu fait aussi très bien dans ce domaine, pour le coup, ils ont l'air de savoir de quoi ils parlent. Donc dans l'ensemble, ils ont quand même tous la moyenne, hein, finalement. Bon, il y a des disparités, mais il n'y a rien de vraiment catastrophique. Alors, si tu as le temps, évidemment. Bah écoute, je vais peut-être. Ça compte hein, quand même dans le choix d'un fournisseur, quand même, la qualité du service après-vente et de pas pas être baladé et puis voilà, d'avoir des temps d'attente corrects. On continue, Guillaume, peut-être avec une évolution des appareils qui se profile sous nos yeux. Ouais, les PDA se répandent de plus en plus, et Intel et Microsoft préparent l'avenir avec de nouvelles puces et un nouvel OS, hein, donc Windows T'en as un, toi? 5. Moi, oui, tout à fait. J'ai un... comment il s'appelle déjà? J'ai un E330, je me souviens plus de la... D'accord. Ouais, c'est un E330 de Toshiba. Ouais. Et ça me va très bien, en fait, et même s'il n'est pas incroyablement rapide. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que donc, c'est une puce... dedans, il y a une puce PXA qui est en ARM, et donc il y a des nouvelles versions de puces qui arrivent. Et du coup aussi une nouvelle version du système d'exploitation. Donc Windows CE 5, il intégrera une version de DirectX. Mhm. Donc DirectX mobile pour faire des jeux en 3D, mais sur Pocket PC. Waouh. Et ça les rapprochera des PC standards en termes de programmation, en termes d'interface. Tu peux faire tourner quoi là-dessus? Tu fais pas tourner. Tu fais tourner Doom, hein, ça j'ai déjà fait par contre. Ah Pour ouais, le coup, je fais ok. tourner Doom, mais je fais tourner des émulateurs. Émulateur Game Boy, j'y fais tourner dessus. Ça marche pas mal du tout. Doom, Hein. pas le 3. Le 3, le 3 si tu veux, le Doom 3? Non, mais t'es Ouais, t'es Doom 3 fou. qui vient de sortir. T'es fou. Non, le 2, il tourne bien. Non, le 3, non, Ok. ça c'est pour je sais pas quand, mais... Non, c'est en mode portable, ça, c'est pas avant des années et des années. Non. Ça, l'argument qui a été donné pour... si tu veux, c'est bien Windows CE, DirectX, tout ça, mais je m'en méfie un petit peu quand même. Hein. Ah, Parce que c'est aussi ce qui a été, tu sais, l'argument qui a été donné pour la Dreamcast. La Dreamcast était sur Windows CE, donc on pouvait faire des jeux pour PC, puis c'était assez facile de les porter sur Dreamcast. Bon, ça n'a servi à rien, ça n'a pratiquement jamais été utilisé Windows CE sur Dreamcast. Donc bon, voilà. Cela dit, comme je disais, il y a de nouvelles puces qui arrivent quand même, des PXA 270 qui sont assez alléchantes, hein, parce qu'elles ont quand même, elles envoient quand même 312 MHz pour la plus petite et 624 MHz pour la plus haute gamme. Donc on n'est pas au gigahertz, mais on s'en rapproche quand même. Hein. Donc c'est sur du ARM comme les Strong ARM de mon vieil iPac et comme le PXA de mon Toshiba, mais cette fois il y aura des instructions MMX dédiées, les wireless MMX, qui sont des instructions vectorielles, hein, donc qui sont analogues ou MMX d'Intel. Hein. Et ce sera, c'est vrai que ces trucs qui peuvent être utilisés pour la 3D ou la vidéo. Alors là encore, hein, on vise la 3D, on verra bien ce que ça donne. En tous les cas, ça va gérer aussi des PDA avec des écrans plus haute résolution. Plus haute résolution, t'imagines, là on est en train de commencer à parler de PDA en 640 par 480. C'est le rêve, hein, je veux dire, on verra pratiquement plus les pixels, c'est vraiment impressionnant. De son côté, Palm veut aussi, hein, il bouge évidemment en même temps. Donc il va sortir son PalmOS 6, dit Cobalt, réécrit en totalité pour les processeurs ARM, là aussi, hein, qui se généralisent complètement sur les appareils mobiles. Les Palm originaux étaient sur CPU Motorola et PalmOS 5. Ils avaient fait une transition qui était incomplète, si tu veux. Les programmes compilés pour Cobalt ne tourneront pas sur les versions antérieures. Allô? Oui, pardon. Oui, ne tourneront pas sur la version antérieure. Oui, pardon. Tu vois, il y en a eu un petit problème d'ADSL, j'ai l'impression. Ah voilà, ça coupe de temps en temps. Ouais, c'est normal. Après, c'est normal aussi. Ouais, on est quand même... Voilà, on est à peine sur du 1 méga, là, je crois. Donc, 1 mégabit, c'est pas beaucoup. des fois, ça fluctue. Dans le meilleur des cas, moi, j'ai des petites bêtes. Ça fluctue. Donc, bon, écoute, ils pourront tirer parti, en tout cas, ces nouveaux logiciels qui sont donc compilés pour Cobalt, le nouvel OS de Palm. Ils pourront tirer partie de la puissance du CPU sans aucun artifice. Et Cobalt va devenir vraiment multitâche aussi, avec des vraies applications en arrière-plan, des trucs en tâche de fond que tu peux lancer en tâche de fond, tu vois, je sais pas, par exemple, tu peux aller chercher les emails tout seul en tâche de fond, ce genre de choses. Et puis il y aura une prise en charge améliorée de tout ce qui est multimédia, Wi-Fi, Bluetooth, parce que bon, c'est vrai que Palm, c'est eux les plus anciens aussi, mais bon, ils n'ont pas forcément tout le confort moderne encore, quoi. Alors,
Ça dépend aussi de où tu regardes, parce que Sony, par exemple, faisait des PDA en Palm, en Palm OS, pardon, qui étaient très, 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 très séduisants. Et malheureusement, j'ai aussi appris que Sony allait abandonner sa ligne de PDA Clié. Aïe. Et ça, c'est Ok. vraiment dommage. Alors, c'est vraiment dommage parce que c'est des machines qui étaient réservées au Japon en grande partie, mais c'est vraiment des machines très séduisantes avec parfois Je des précise, formes. hein, c'est les cliés, pas les pliés pour ceux qui auraient entendu. Hein, c'est cliés. Mais certains se plient, et c'est ça qui est génial. Et le dernier, le UX50, c'est vraiment un petit ordinateur portable. Donc, tu as un PDA couleur, et il s'ouvre comme un petit portable avec un clavier, tout ça. L'écran s'ouvre, il se plie vraiment, c'est assez rigolo. Et il a un Je sais que appareil t'aimes ça. photo, il a un petit appareil photo et il fait vraiment envie. Bon, le problème, c'est qu'il coûte 800 €, donc bon, voilà, Ouais. faut pas déconner, c'est pas possible. C'est dommage, alors c'est dommage, hein, pendant ce temps, c'est vrai que les ailleurs de Palm se vendent pas mal. Il faut dire que tu peux avoir un PDA pour moins de 200 € maintenant, donc c'est quand même vraiment sympa. Il y a même un comparatif dans PC Expert, et franchement, il y en a pour toutes les bourses. Bon, évidemment, sur les magazines, ils mettent en valeur les machines à 500 €, hein, tu vois, ce qui reste quand même assez cher, quoi. T'as le Tungsten T3 qui fait 450 côté Palm, et puis t'as le Compaq H2210 qui fait quand même 500. Ce sont des belles machines, hein, il faut le dire, hein, c'est de l'ARM X-Scale 400 MHz, 64 mégaoctets de RAM. C'est des écrans qui font à peu près 4 pouces, entre 3,8 et 4 pouces. Et celui du Tungsten, il est marrant parce qu'il a un format panoramique, si tu veux. C'est-à-dire, tu prends le truc, tu peux faire coulisser en fait la partie inférieure vers le bas. Donc tu peux Ouais, cacher une ok, je partie de vois. l'écran, donc l'écran un petit peu carré. Et puis quand tu fais coulisser la partie du PDA vers le bas, tu as un écran qui devient un écran large, quoi, comme au cinéma. Et bon, après, du côté de l'iPad, tu as aussi un petit peu plus de possibilités d'extension. Tu as un iPad qui a un slot SDIO, donc c'est une carte format SD, hein, mais c'est en fait dedans il y a de l'électronique et ça permet par exemple de donner une connectivité sans fil au truc. Et bon, c'est des trucs machines un peu chères et perso, c'est vrai que le mien est un petit peu lent, donc je regarde un petit peu comme ça. Et moi j'ai vu le Dell Axie Mix 5 qui me fait de l'œil, parce qu'il est aussi puissant que le Compaq, hein, mais il fait que 300 €. Et donc voilà, si je pouvais le trouver en occasion un jour, je pense que je pourrais me le prendre. Pratiquement. J'ai une question. Ouais, vas-y. Excuse-moi, j'ai une question quand même qui me turlupine parce que je t'entends louer les mérites de ces appareils. Alors, en environnement pro, peut-être que ça a du sens, mais enfin, de ton côté, quels usages tu en fais? Parce que est-ce qu'on a vraiment besoin de se balader avec un ordinateur dans la poche? Est-ce que finalement, l'avoir à ton bureau, ça suffit pas, Guillaume? C'est un truc qu'on me dit souvent, effectivement, c'est gadget et tout, mais en fait, déjà, moi, je l'utilise parce que j'ai trouvé un moyen de télécharger des articles, de télécharger des textes, des livres, des articles voilà, des trucs d'encyclopédie, des pages web, en fait, que je prends et que je mets dessus et que je peux lire plus tard, tu vois, ça, c'est vachement intéressant. J'ai des cartes aussi, je mets la carte de la ville. Et ça me permet de ça. Alors, j'ai pas de GPS malheureusement sur le mien, donc, mais ça, on va en parler, hein, ça vient aussi. Pour l'instant, j'ai pas de GPS, donc bon, je suis obligé encore. Voilà, c'est comme si j'avais une carte, tu vois, papier grand format, mais tout petit, et c'est quand même vachement pratique. Je l'utilise aussi pour écouter de la musique, moi, dans le train, et c'est quand même sympa à voir. La vidéo, j'ai pas assez de mémoire pour vraiment mettre de la vidéo dessus, mais déjà, tu peux mettre des photos, tu peux mettre, voilà. Il y a pas mal, il y a déjà pas mal d'usages quand même qui sont intéressants. Ok. Et écoute, puisque t'en parles, effectivement, hein, il y a le GPS qui arrive. Et je pense que bientôt tout le monde aura un GPS, parce que dès lors que tu as un GPS dedans, tu te perds plus jamais, quoi, tu vois. Ouais. Ça, c'est mon rêve, moi qui me perds tout le temps, même pour sortir de chez moi. Il y a de plus en plus d'usages pour les PDA, hein, et de plus en plus de périphériques aussi, hein. Il y a les cartes compact flash, SD ou Bluetooth et Wi-Fi. Et alors, même si le mien, c'est un petit truc, hein, il est pas très très puissant, et puis il est que Bluetooth. Et comme j'ai rien en Bluetooth, ça me sert à rien. Mais un jour, j'aurai un PDA Wi-Fi et je pourrais le connecter peut-être à ma box. Alors, moi, j'ai pas une box Wi-Fi non plus pour l'instant, mais bon, voilà, tu vois, si tu regardes un peu le futur, t'as une box Wi-Fi, tu prends un PDA avec le Wi-Fi et tu peux aller sur Internet, consulter tes emails, tu vois, et tu peux le faire en temps réel. Est-ce qu'à l'avenir, ça pourrait remplacer les ordinateurs? Quand même pas. Pour une partie des tâches, je pense, hein, parce que moi, je vois déjà, si tu veux gérer tes emails, tu peux gérer tes emails avec un PDA. Moi, je le fais pas particulièrement, mais tu peux gérer tes emails en différé. C'est-à-dire, tu as un logiciel sur le PC et sur le PDA, tu mets à jour, enfin, tu synchronises, en fait, hein, plein de trucs, tes documents, tes emails, voilà, quand tu le branches à ton PC avec le dock. Et puis après, tu écris tes emails en différé, et puis après, quand tu le resynchronises, il envoie les emails que tu as écrits. Donc c'est quand même pratique aussi, tu vois.
Ok. Donc Et tu peux t'avancer dans le train pour gérer tes emails. exactement, et quand tu auras Wi-Fi, évidemment, bah, tu pourras le faire direct n'importe où tu as du Wi-Fi, quoi, tu vois. Mhm. Mhm. Et c'est vrai qu'il y a une tendance là aussi qui arrive à l'utiliser comme navigateur GPS, le PDA. C'est sûr. Donc si tu branches un récepteur et que tu installes un logiciel comme Route 66, tu vois, sur ton PC, et ensuite tu transfères la carte sur le Pocket PC, donc voilà, tu installes tout le CD avec toutes les cartes et tout sur ton PC, après tu transfères celle qui t'intéresse sur le Pocket PC. Je parle la carte de l'Île-de-France, hein, la ville où tu habites, quoi, et la grande banlieue, et ben t'es parti pour plus jamais te perdre. Hein. T'as une carte interactive, là, c'est GTA 3, tu vois, en mieux. Ouais, puis qui s'actualise à l'avenir, quoi. Bah, elle s'actualise, tu peux faire des mises à jour sur ton S'il y a des PC, mises à jour, et voilà, puis c'est après, ça. tu le renvoies, tu vois, tu synchronises pareil, tu synchronises sur ton PDA après, et ça Mm. te guide. Parfois, tu as un joli petit effet 3D, et tu peux te repérer, quoi, que pour 300 €, tu peux doter ton PDA d'un GPS, hein, qui est aussi bon que les appareils dédiés qui coûtent souvent plus cher. D'ailleurs, Bah ouais. un IQ, je sais jamais comment prononcer leur truc, IQUE, je n'ai jamais su. Un IQ 3600 de Garmin, ça coûte 800 €. Et bon, tu commences à avoir des hybrides. Tu as le Ouais. Pin Pocket PC Navman, qui est un vrai Pocket PC à 300 MHz. Il a 64 mégaoctets de mémoire, donc c'est très honorable, Ouais. hein, avec un GPS à antenne repliable. Alors évidemment, hein, même avec cette solution à 700 €, tu dois gérer tes cartes avec un PC, hein, bien entendu. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez gros. La carte de l'Île-de-France, c'est 40 mégaoctets. C'est quand même beaucoup. Pour une machine mobile, c'est beaucoup. Le Navman, il est pourvu d'une carte SD externe de 128 mégas. Mais quand même, hein, tu vas pas mettre toute la France sur ta machine, il faut pas rêver, hein, faut pas exagérer, Ouais, c'est hors de qui a propos. besoin d'avoir tout le temps la France. Peut-être certains commerciaux qui se baladent beaucoup, Bah ouais, ça doit mais être bon, emmerdant enfin, pour certaines personnes, mais justement pour ces gens-là, ça devrait. Il y a un truc qui peut être vraiment intéressant, c'est des micro-disques durs. J'ai vu des ok. micro-disques durs de 4 gigaoctets qui avaient été faits. Bon, IBM avait déjà fait des micro-disques durs qui sont au format compact flash, donc c'est vraiment comme une carte compact flash, mais dedans C'est t'as un carte. petit disque, une petite carte. Bon, ça pompe à la batterie à mort, hein, ces trucs, hein. Mais ça allait que jusqu'au gigaoctet, ce qui était bien déjà, hein. C'était déjà très cher. Mais bon. Dernièrement, j'ai vu que. En fait, pour être honnête, dernièrement, on n'entendait plus trop parler d'IBM et de ses microdrives, hein. Mais Hitachi, apparemment, a repris le flambeau. Et donc, ils vont faire eux aussi un microdrive de 1 gigaoctet. Et c'est l'entrée de gamme. Ils envisagent jusqu'à 4 gigaoctets en cours d'année. Il y a Toshiba sur le coup aussi. Alors évidemment, ça fait quand même 300 € le gigaoctet. Donc 300 € le gigaoctet, c'est pas pour tout le monde. Mais bon, les disques durs, ça peut être l'avenir de la mémoire de masse nomade, hein. Tu imagines, tu pourras avoir peut-être avec 1 giga, là, t'as toute l'Europe dans ton PDA, quoi. C'est fou. Extraordinaire. C'est probablement l'avenir de la mobilité qui se dessine sous nos yeux. On verra si ça se concrétise ou si ça se fait pas en contrepartie de trop de problèmes et trop de coûts. À suivre, on va aussi s'intéresser, grâce à toi, Guillaume, au monde merveilleux du multimédia, du divertissement en vidéo, avec, tu as appelé cette rubrique Né sous DivX. C'est beau, ce serait presque la génération DivX, c'est ça? Oh, ben, mais c'est ça, on est la génération DivX, gars, complètement, hein. D'ailleurs, ça m'étonnera toujours à quel point le DivX est devenu grand public. Je sais pas si t'as vu, mais t'as de plus en plus de platines DVD dans les Fnac ou même au Ouais, supermarché, hein, qui on sont le voit, ouais. compatibles, hein. Ils s'affichent compatibles DivX comme ça, et alors, on va pas se mentir quand même, hein. Tu connais quelqu'un Ouais. qui utilise le DivX souvent ou le XV de manière légale? Absolument personne, on Franchement, est d'accord que c'est la caution du piratage, ce bah, truc. quand même. D'ailleurs, les graveurs DVD aussi se multiplient, et de même d'ailleurs que les formats de DVD, ça devient vraiment confus cette histoire, hein. Les DVD RW, ça va, mais alors les moins plus, les Ah, trucs qui bah, vont c'est pas. un enfer. Alors, bon, il y a une bonne nouvelle quand même, c'est que les formats double couche arrivent, donc les graveurs double couche sont Ouais. déjà là virtuellement, hein, parce que voilà, et les disques réinscriptibles aussi. Donc chaque disque DVD plus R sera pas cadeau, hein, puisqu'on parle de 23 € le DVD double couche, hein, donc, mais c'est double couche, donc c'est 8,5 gigaoctets de données, c'est quand même pas mal. Ouais. Alors ouais, DVD plus R, après t'as le DVD ROM, le DVD vidéo, le DVD audio, le DVD plus R, le DVD moins R, le DVD moins RW, t'as aussi le DVD RAM. En double couche ou pas en double couche, c'est déjà bien le On bordel. comprend rien. Qui a besoin de tout C'est ça, franchement? hallucinant. Mais c'est pas fini, Mettez-vous attends, c'est d'accord. pas fini. J'ai vu passer le DVD plus et même le DVD jetable. Je te jure, j'invente rien. Le DVD plus, c'est très con, c'est un DVD à deux faces. D'un côté, t'as le DVD vidéo, et si tu le tournes, bah t'as une face CD audio, donc c'est compatible C'est avec un malin. CD audio. C'est C'est malin. sympa, c'est rigolo, c'est Malin. vraiment pas foufou, mais bon, c'est sympa. Moi, je me demande comment tu fais pour savoir quelle face est laquelle.
Puisque du coup, tu peux rien graver Oui, parce dessus, que tu t'as peux pas pas d'inscription inscrire d'un dessus, côté tu ou sais, de alors l'autre. comment tu sais Si, jamais en fait. avec la couleur à l'intérieur, peut-être, tu sais, sur le petit anneau central, peut-être. J'espère Ceci est la j'espère, musique, ceci est le film, je sais pas. j'espère que c'est marqué quelque part. En tous les cas, l'autre truc le plus fou que j'ai vu, c'est le DVD jetable. Une idée hallucinante. C'est un DVD qui s'auto-détruit. Vraiment, hein. Tu payes 2,50 € comme pour une location de DVD normale, hein, somme toute. Mais on te donne, ou tu reçois hein, par la poste, un truc que tu n'as pas à ramener au vidéoclub, puisque de toute façon, il devient inutilisable, il se détruit tout seul au bout de quelques heures. Donc, c'est livré dans un boîtier normal, hein, mais avec un gros écrou au centre, un gros truc. Il faut dévisser, tu dévisses le truc, et quand tu dévisses, ça libère un liquide. Ça libère un acide, peut-être, hein, qui corrode petit à petit la couche d'alu réfléchissante qui est dans la masse du disque. Et au bout d'à peu près 8 heures, donc ça te laisse le temps de regarder le film, tu vois. C'est génial. Faut pas que ce soit- faut se presser un petit peu, hein, je veux dire. Surtout si c'est un long film, faut pas trop traîner quand même. Hein. Mais bon, au bout de 8 heures, bah, ça a tellement bouffé la couche réfléchissante que bah, le disque il peut plus être lu. Et du coup, il est bon Ok. pour la poubelle, littéralement. Hein, tu le jettes. C'est pas toxique, un truc pareil, non? C'est pas- Bah, il faut pas le manger, mais il faut pas mordre dedans, tu vois. Mais, je sais pas, en tout cas, ça me paraît être un gâchis assez fou. Quoi. Alors, c'est pas très écolo. C'est Hein. Alors, c'est incroyable. Cdiscount qui a eu cette idée brillante. Et voilà, lui, il dit bon, les DVD sont recyclables, alors il n'y a pas de souci. Donc, du coup, pourquoi se fatiguer à pirater si on peut avoir son film à 2,50 €? C'est Bah quand ouais, même ouais, je comprends. l'idée que je dis, tu vois, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Si c'est vraiment pas cher d'avoir des trucs légaux, effectivement, pourquoi tu t'emmerderais à pirater bon. Mais c'est une Bah, idée. il y a des boîtes, c'est pas aux États-Unis qui font la livraison de DVD à distance, là, avec la Ouais, boîte, je je sais sais plus pas, comment je suis ça pas au s'appelle, courant. Non, je suis pas Netflix, au un truc courant. comme ça. Je suis pas au Et courant. tu peux les ramener par enveloppe, je sais plus quoi. Je Enfin, sais il y a pas. un système comme ça. C'est possible. Finalement, ça marche très bien. Est-ce qu'il y a besoin de les détruire comme ça? C'est Bah, c'est bizarre. plus emmerdant de les renvoyer sans doute. En tout cas, Ouais. c'est une idée qui me plaît pas Ils parce ont que c'est peut-être un peur truc qu'on les jetable, vole. mais c'est vrai que cette idée d'avoir voilà, du contenu pas trop cher, ça peut être pas mal. En plus, on Mm. commence à parler de DVD Blu-ray. Donc, c'est les DVD qui utilisent le laser bleu, quoi. Hein. Et du coup, ça se passerait à 23 gigaoctets de données par disque. Alors, c'est déjà vachement bien. Hein. C'est déjà opérationnel au Japon. Il faudra attendre au moins l'an prochain pour arriver des platines chez nous et ce sera probablement 1 000 € le lecteur. Hein. Donc, Quel intérêt? Avoir plusieurs films dans le même galette? non, je pense que c'est vraiment pour la haute définition. La haute définition, c'est un truc Ok. qui commence vraiment à se démocratiser ailleurs, quoi. Mais bon, pas des masses en Ouais, ça veut dire France. qu'il va falloir quoi? Changer bientôt, demain, tous nos écrans contre des écrans hors de prix pour avoir quelques pixels de plus, c'est ça? Ah ben c'est sûr, il va Oh falloir là là. changer. Ah ouais, c'est prévu ça, ouais, c'est complètement prévu. Bon, Hein. Mais c'est vrai que, on va voilà, bon, commencer à mettre de l'argent de côté, quoi. ouais, ah, c'est sûr. Ok, tu parlais tout à l'heure de la politique hein, qui s'emparait un peu des sujets numériques et tu voulais rebondir encore un peu dessus? Bah, puisqu'on me parlait de piratage et tout ça, je sais pas si t'as vu Fahrenheit 9/11. Ouais, je l'ai vu effectivement. Impressionnant. C'est une bombe ce truc. Hein. C'est un documentaire. Bon, il a eu la Palme d'Or cette année. Hein. C'est rare hein, qu'un documentaire ait la Palme d'Or. C'est c'est le film de Michael Moore, hein, donc voilà, sur l'élection de W. Bush, voilà, tout ça, sur plein de Mm. choses aussi, sur la famille Ben Laden, les relations avec voilà, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, tout ça. Bon, enfin, on va pas là pour parler de ça, mais c'est vrai que c'est assez fou. Et tu vois, d'ailleurs, quand tu vois la vie des Irakiens avant et après la guerre, voilà, c'est assez frappant aussi. Hein. Donc c'est un film à voir, hein, si vous n'avez pas vu, franchement, s'il y a des gens qui nous écoutent. Fahrenheit 9/11, c'est assez intéressant, mais bref, c'est pas très tech tout ça. Et la raison pour laquelle j'en parle, en fait, pour laquelle j'en parle maintenant, c'est parce que Michael Moore voit son film piraté, hein, téléchargé comme tout le monde, et lui, il est content. C'est ça la grosse différence, c'est que lui, il est content. Alors il encourage C'est même un les des gens seuls. à télécharger son film. Et j'ai vu ça dans Canard PC. Canard PC est un magazine bien sympa que je viens de découvrir d'ailleurs, et il est tout récent. Alors, donc dans Canard PC, il leur a dit je suis pas d'accord avec les lois des copyrights, je vois aucun inconvénient à ce que les gens téléchargent mes films si c'est dans un but non lucratif. Et pour lui, le peer-to-peer, c'est un peu comme quand t'empruntes un DVD à un ami. Ah, Et le moins tu vois, c'est un peu le problème que je soulevais tout à l'heure quand même. Il y a quand même une limite à ça. C'est que un truc qui est piraté, c'est quand même pas un truc que t'es acheté. Donc, Écoute, lui en tous les cas, lui il est très content parce que ça veut dire que plein de gens voient son film en fait. Et c'est une in fine, c'est peut-être là le plus rentable pour générer des ventes, non? Plus t'en vois, plus il y a de ventes. on Non. parle beaucoup plus de ton film est beaucoup plus connu. Est-ce Ouais. que c'est pas aussi une manière de promo, un truc de promotion, mais il faut vraiment se dire aussi que Fahrenheit 9/11, c'est aussi un film militant qui milite contre la réélection de George Bush. Et parce que bon, Double View, une fois, enfin là, effectivement, une fois que t'as vu le film, t'as pas trop envie de voter pour lui, hein, je pense que c'est clair et net.
Et donc, il y a aussi un côté complètement politique. Évidemment, il y a très peu de films qui sont dans cette situation-là, quoi. Bon, enfin voilà. Donc en gros, si t'as pas vu Fahrenheit 9/11, bah, c'est une reco que je te fais. Et puis, enfin, une reco que je vous fais, pardon, parce que toi tu l'as vu. Ouais. Et puis, Canard PC aussi, puisque j'y suis, c'est une reco. Hein, c'est un hebdomadaire, Canard PC, qui coûte 3,50 €. Alors, hebdo, c'est assez frais. Alors qu'est-ce qu'il a si bien que ça? Bah, ils sont marrants, ils ont un ton très irrévérencieux. C'est un magazine de jeux vidéo. Mais voilà, avec un ton très très informel, où ils testent plein de trucs, ils parlent plein de trucs, sans langue de bois, quoi. Ils sont vraiment cool. Et c'est un mag à tester. Ça va t'inspirer. Écoute, ouais, moi j'aime bien Canard PC. Très bien. Est-ce que tu serais du genre à suivre les Jeux Olympiques? Tu aimes le sport, Guillaume? Pas du tout, mais effectivement, Toi c'est non quand plus. même. On va pas faire un podcast sur le sport alors? Bah, ce sera probablement sans moi. Enfin, hein. Non, ouais. mais c'est vrai que Justement. puisqu'on parle de télévision et voilà, on a parlé là tout à l'heure de haute définition et il y a beaucoup d'innovations comme ça dans la vidéo, dans le secteur de la vidéo. Et aussi dans le secteur de la vidéo mobile. Et comme d'habitude, le Japon est super en avance, quoi. Donc voilà, tu sais qu'ils ont l'iMode depuis très longtemps, ils peuvent jouer en ligne, Oui. même dans le métro. Sur leur Oui. téléphone mobile, hein, eux, ils peuvent faire ça. Ça, les Japonais, ils ont répondu à ma question de est-ce que ce serait intéressant d'avoir des usages d'ordinateur en mobilité. Ils ont répondu. Ah bah Est-ce qu'on eux, est prêt à faire comme eux? J'en sais rien. ouais, non mais eux, c'est vrai que voilà, le téléphone mobile, c'est déjà un appareil très très polyvalent en fait chez eux. Hein. Et à tel point que bon, ils pourraient bientôt regarder la télévision avec. Parce que le Japon a adopté un standard de télévision numérique qui peut tout faire, qui s'appelle l'ISDB-T, et elle pourra gérer la télé numérique en haute définition, aussi bien sur des postes fixes, et aussi en basse définition sur des terminaux mobiles. Même à plus de 100 km/h. Donc dans le métro, en voiture, il n'y aura pas trop de soucis. Alors en fait, les émetteurs vont diffuser sur 6 canaux, dans lesquels tu auras le son et la vidéo MPEG-2, mais aussi tu auras des métadonnées, des liens hypertextes, le sous-titrage, voilà, tout ce qu'il faut. Et puis ça sera divisé en 13 segments. Donc selon la puissance du terminal, bah, il va capter et utiliser plus ou moins de segments. Donc si tu veux une image vraiment HD, et vraiment HD, c'est 1080 lignes. Donc c'est vraiment, c'est plus de 4 fois ce qu'on a nous, quoi, tu vois. Et bah, du coup, si tu as les 13 segments, tu pourras avoir les 1080 lignes. Mais un téléphone, il pourra se contenter par exemple de 2 segments et avoir une image pas folle, tu vois, mais en tout petit. Les Coréens se tournent vers le satellite pour faire ça, et nous, bah, les Européens, là, bah, on va avoir 2 normes, et c'est ça qui est un petit peu dommage. On va avoir une norme pour la TV fixe et une pour le mobile. On a le DVB-T et le DVB-H. Alors DVB, c'est pour Digital Video Broadcasting, bon ça c'est pour les deux, et T c'est pour terrestre, et H c'est pour handheld, donc voilà, à la main quoi, donc portable. Alors le H du coup, il est bien optimisé pour le mobile, il est même plus robuste, hein, donc il est bien, mais en contrepartie, le problème c'est qu'il faut une nouvelle infrastructure pour la télé mobile, parce que tu peux pas partager une infrastructure pour les deux quoi. Et or, ben... T'as remarqué, hein, le DVB-T, on n'en a pas, je sais pas encore, hein, on en parle depuis un petit moment, là, ça commence à discuter de ça depuis un petit moment, mais c'est pas du tout déployé, quoi. Alors le DVB-H, c'est vraiment pas fait, quoi. Au Japon, on va avoir des téléphones mobiles qui font télé, et même on met des tuners que tu vas pouvoir mettre dans ton PDA. Donc on en parlait, par exemple, hein, sur ton client, tu peux mettre un petit truc, une petite carte, et hop, tu pourras regarder la télé, quoi. Et alors, pendant ce temps, nous, on en est encore à se demander quel format on va choisir. Et pour le coup, c'est Patrick Lelay, hein, donc le président de TF1, qui est le plus ambitieux et qui veut en profiter pour passer à la TV HD. Alors l'idée, c'est de motiver les ventes de nouveaux téléviseurs. Comme tu disais, voilà. Évidemment, hein, c'est ça, tu vois, c'est prévu. Hein. Des téléviseurs HD en LCD ou plasma, qui seront donc, avec, comme tu disais, plus de définition, plus de pixels, quoi. Et le truc, c'est de ne pas rester à la traîne face aux États-Unis et au Japon, parce que ça commence vraiment à être adopté, quoi. De l'autre côté, c'est aussi plus d'investissement. Et les algorithmes à utiliser sont pas les mêmes. Parce que bon, tu peux utiliser du MPEG-2 si tu as de la définition standard, mais c'est pas assez. Pour de la haute définition, il faut plutôt du MPEG-4 ou du tout nouveau H264. Donc l'idée qui semble tenir la corde là, c'est que on va pas avoir des chaînes en basse définition, parce que tout simplement, c'est moins cher. Et pour maintenir les coûts de production assez bas, je pense que c'est ce truc-là qui va être préféré. Ce qui veut dire que, en termes de télévision, on va rester encore à la traîne face aux États-Unis, je pense. Hein. Ok, très bien. Bah, écoute, on suit un peu les évolutions avec toi. On va les suivre aussi dans le domaine pur de l'informatique. On sait que tu aimes bien te plonger à l'intérieur de nos machines, nous expliquer comment elles marchent, comment elles évoluent. Et là, c'était une belle année, hein, celle qui vient de s'écouler. Il y a quand même plein de choses qui ont évolué. Guillaume, tu les as notées au fur et à mesure, j'imagine? Oui, c'est vrai que ça se voit pas forcément tous les jours, mais cette année, ça a été assez riche en nouveautés hardware, en matériel.
En mars, on a quand même vu arriver les Pentium 4 Prescott. En avril, les DVD double couche et le Wi-Fi G. Il y a le format de Windows Media Player aussi qui évolue, qui est passé en version 9. La version 9, ça peut encoder donc 1h30 de vidéo haute définition sur un DVD. Et en juin, on a vu apparaître les slots PCI Express, là, qui vont ringardiser rapidement la GP. On a vu arriver la DDR2 aussi. Alors le PCI Express, il peut aller de 312 mégaoctets secondes à 10 gigaoctets secondes. Alors ça veut dire qu'il y aura plusieurs formats, donc il va être en 1 fois, 2 fois ou jusqu'à 32 fois. Donc la GP 8 fois, qui est le plus rapide, il plafonne à 2 gigaoctets secondes, donc il sera nettement surclassé par le PCI Express 16 fois, qui aura donc 5 gigaoctets secondes. Et donc les cartes graphiques qui vont plus petit à petit passer à ce truc-là, il y en a déjà qui supportent ces vitesses, hein. Donc ça va y aller. Le PCI Express, une fois, il va remplacer le PCI tout court. Ça paraît assez logique. Et donc on s'achemine vers un format unique. La GP vit ses derniers instants, hein. Là, il y a encore quelques cartes graphiques qui vont continuer à être compatibles, hein, bien sûr, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais bon, c'est clairement fini. La GP, c'est terminé. Quant à la DDR2, alors ça va être un peu plus lent, je pense, là, parce que la DDR2 va consommer 2 fois moins que la DDR, donc ça veut dire que sur les PC portables, ça va être un gros avantage. Par contre, sur les PC fixes, l'avantage sera pas évident, parce qu'elle va monter progressivement en fréquence, et à un moment, elle va surclasser définitivement la DDR. Il faudra qu'elle atteigne 533 MHz pour ça. Une fois qu'elle aura dépassé ça. C'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, ça sera non, malheureusement, c'est pas encore vraiment. Donc c'est pas du tout un avantage pour les stations fixes. Non, déjà, il y a que Intel qui propose des cartes mères en DDR2 pour l'instant. AMD va se lancer qu'en 2005. Ensuite, elle sera évidemment chère au début, hein, et en plus, elle est complètement incompatible avec la DDR2. Donc au début, elle sera plus chère et pas des masses plus rapides, et donc ça va être un peu long, quoi. Après, à terme, la DDR2 va s'imposer naturellement et elle va tuer tout le monde. En fait, elle va tuer la DDR, évidemment, la DDR simple, mais elle va aussi probablement tuer la SDRAM, qui est déjà quasiment disparue, hein, et puis même la RAM bus, qui va pas survivre non plus, qui est un format assez rapide, mais qui devrait être surclassé par les futures versions de DDR2. Donc il y a eu aussi la High Definition Audio qui a été standardisé là, cet été, avec du son jusqu'à 192 kHz en 32 bits et jusqu'au 7.1, donc c'est encore au-dessus de ce que tu trouves dans la plupart des platines DVD, quoi. On a aussi l'annonce pour le dernier trimestre de l'ADSL 2+, qui irait jusqu'à 16 mégabits seconde. Alors, je sais pas chez qui, tu vois, parce que bon, faut habiter chez Free. Voilà, faut habiter chez Free dans le central de dispatch, quoi. Peut-être, voilà, ça marche, mais bon, voilà, donc, comme on le disait, hein, la DSL continue d'évoluer. On devrait aussi avoir le lancement, alors, si tout va bien, hein, à la fin de l'année, on devrait avoir les toutes premières offres UMTS. Donc, c'est la téléphonie mobile de 3e génération, hein, qui offre un débit comparable à une petite offre ADSL. Hein, donc, c'est fou. Ça veut dire que tu auras un ADSL dans la poche, quoi. C'est vraiment hallucinant. Ouais, là, ça commence à confirmer ce que tu disais tout à l'heure sur les usages informatiques en mobilité, pour le coup, quand tu as des connexions comme ça. Espérons que ce soit pas hors de prix, par contre. Ah, au début, ça va être hors de prix, c'est clair. Mais bon, il faudra encore que ça sorte, hein, parce que pour l'instant, c'est un projet. Le projet, c'est UMTS à la fin de l'année. On devrait aussi voir arriver des Pentium M à 2 GHz. Et alors, je trouve ça assez significatif, en fait, que les Pentium M continuent comme ça d'évoluer et d'aller de plus en plus vite. En fait, c'est même plus significatif que ce qu'il n'y paraît, peut-être. Hein, parce que, justement, il y a cette histoire du Pentium 4, quoi, tu vois. En ce moment, il y a pas mal de... je sais pas, je suis peut-être le seul à m'intéresser, effectivement, à la saga Pentium 4. Et, il y a que toi qui t'intéresses au processeur, mais tu nous les vends si bien. Ils ont quoi ? Ils brûlent, c'est ça ? C'est un peu l'idée, ouais, on vient de voir arriver les Pentium 4 Prescott, hein, donc, hein, et c'est l'occasion de remettre en question l'intégralité du plan Pentium 4, je veux dire. Les Prescott, c'est les nouveaux haut de gamme, donc ils sont, du coup, les Prescott, c'est la 3e génération de Pentium 4. Les Pentium 4, c'est toute une saga, hein. C'est chez Intel, c'était il y a 3 ans, ils avaient sorti les premiers qui s'appelaient les Willamette, le nom de code c'était Willamette, et ça a été une grosse déception. Ils tournaient entre 1,3 et 2 GHz, c'était gravé en 180 nanomètres, et c'était les premiers de l'architecture NetBurst qui était censé tout révolutionner chez Intel, et qui misait tout sur la fréquence d'horloge. Et à 180 nanomètres, atteindre les 2 GHz, c'est pas facile. C'était en 2000, hein, c'était un exploit. C'est vrai, mais le souci, c'est que les performances n'ont pas du tout suivi. En fait, pour atteindre ces extrémités, le pipeline du CPU était 2 fois plus long que celui des Pentium 3. Alors, le principe du pipelining, c'est pas très compliqué, hein. On saucissonne le travail à faire en plusieurs sous-tâches qui sont plus simples et qui peuvent être enchaînées et qui se recouvrent surtout. C'est-à-dire qu'elles sont faites en même temps. C'est vraiment du travail à la chaîne. Chaque poste de cette chaîne est toujours actif et aucun de ces travaux ne prenant en général
plus de cycles d'horloge, c'est comme ça que les CPU ont fini par atteindre une instruction par cycle, parce que voilà, les trucs avancent comme ça, les instructions sont découpées en petits bouts, et elles avancent, tous les petits bouts avancent de concert comme ça, le long du pipeline. C'était pas du tout le cas, hein, une instruction par cycle, avec un Z80 ou un 68000, on en était loin. Donc un autre bénéfice de diviser le travail en tâches simples, c'est que chacune ne prend aussi pas beaucoup d'énergie, elle prend très peu d'énergie, et donc ça permet de monter en fréquence un peu plus facilement. Le gros souci, c'est que toutes les instructions d'un programme se prêtent pas bien à ça. Et parfois, elles s'y prêtent même pas du tout, et il y a des branchements, les branchements conditionnels, en général, voilà, tu sais pas où ça va aller. Donc toute opération qui attend le résultat d'une autre opération aussi peut bloquer tout le pipeline, et si tu fais de l'exécution spéculative, ce que tous les processeurs modernes font, tu supposes que le résultat par exemple, d'un saut conditionnel, de if-then, quoi, quelque part, comme ça, tu fais des stats et dans certains contextes, tu sais que c'est très probable qu'il y ait ce résultat. En gros, si tu te plantes pas, c'est super, mais si tu te plantes, tu as tout le pipeline qui a viré, enfin c'est tout le pipeline qui est mauvais, quoi, et donc au plus il est long, au plus c'est coûteux quand tu te trompes. Et évidemment, le nombre de transistors nécessaires à gérer tout ce bordel, évidemment, augmente aussi. Ça veut dire que la consommation augmente aussi, la chauffe, etc. Donc, oh là là, mais il n'y a aucun avantage. Enfin, c'est trop faible en matière d'avantage par rapport aux inconvénients que ça amène, j'ai l'impression. Le truc, c'est que t'as pas vraiment le choix, forcément. Alors, Northwood, qui est venu après Willamette, avait des ALU qui tournaient, enfin, donc des unités de calcul arithmétique et logique qui tournaient à une fréquence qui était doublée par rapport au reste. Et ça aussi, d'ailleurs, ça apporte ses inconvénients. Et bon, pour la faire courte, Willamette était une catastrophe. Et la génération suivante, Northwood, ça a permis de commencer à croire un peu plus en Netburst, parce que déjà, il bénéficiait d'une gravure en 130 nanomètres, et il y montait au-dessus de 3 GHz. C'est les Pentium 4 qu'on connaît, les Northwood, il n'y a pratiquement que ça en ce moment, les Northwood. Et donc, ils affichent de bonnes performances au prix de grosses fréquences, et d'une consommation qui est quand même importante. Et bon, c'est aussi les Northwood qui ont inauguré l'hyperthreading, qui était un concept au début que je trouvais vraiment étrange, et puisqu'il s'agit en fait de simuler 2 processeurs alors que tu n'en as qu'un. Et donc pour faire ça, c'est quand même assez coûteux, puisque ça veut dire que tu doubles les unités front-end, c'est-à-dire tu doubles les unités en entrée. C'est-à-dire qu'en gros, tu as 2 décodeurs d'instructions, donc le CPU décode effectivement plus d'instructions, et en dispatche aussi potentiellement plus aux unités calcul, qui sont derrière. La logique étant que tous les processeurs modernes, depuis le premier Pentium, ils sont superscalaires, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs unités de calcul qui permettent, quand c'est possible, d'exécuter plusieurs instructions à la fois. Depuis le Pentium 2, les CPU peuvent même réorganiser à la volée des programmes pour exécuter les codes en parallèle, et c'est assez complexe à réaliser. Et donc la logique derrière l'hyperthreading, c'est que si on présente 2 threads logiciels au CPU, il va les décoder ensemble et les dispatcher directement sur les unités de calcul en parallèle. En fait, on fait du parallélisme explicite. On a 2 threads, donc c'est explicitement parallèle. Et donc du coup, on exploite facilement 100% de l'aspect superscalaire du processeur qu'il y a derrière. Si on n'a qu'un thread, par contre, on l'envoie au CPU et c'est lui qui se débrouille comme il peut pour extraire du parallélisme. Donc il n'y a pas de parallélisme, c'est lui qui en crée s'il peut. Et donc si on a 2 threads, le parallélisme est évident et directement exploité. Si on n'en a qu'un, c'est le processeur qui se démerde comme avant. Et donc finalement c'est assez malin. Et quoi qu'il en soit, Northwood, c'est un truc qui a plutôt eu une bonne... qui s'est plutôt bien débrouillé. Voilà, on en voit qu'il y a des Pentium 4 un petit peu partout. Mais on voit aussi qu'Athlon, les Athlon d'AMD, ils ont grignoté beaucoup de parts de marché, ils sont très efficaces. Et c'est pour ça qu'Intel doit forcer un petit peu en mettant une autre génération de Pentium 4 sur le marché qui s'appelle Prescott. Et qui est vraiment différente en réalité. Prescott, il a 2 fois plus de mémoire cache, et il revient aussi à des ALU simple vitesse. Et surtout, on augmente encore la longueur du pipeline à 31. C'est du jamais vu, je pense. Donc c'est un truc qui est vraiment profondément différent du Pentium 4. On pourrait l'appeler le Pentium 5 en réalité. Sauf que, donc ils sont différents, ils sont suffisamment différents pour s'appeler le Pentium 5. Sauf que l'histoire se répète, et que la raison pour laquelle il s'appelle pas le Pentium 5, c'est qu'en fait, il est pas assez rapide. Dans PC Expert, ils ont testé un Prescott, et en réalité, les premiers Prescott sont à peine aussi rapides que les derniers Northwood. Les performances sont même en retrait par rapport aux Athlon 64. Alors, il y a bien des nouvelles instructions, ils introduisent des instructions SS3, qui pourraient donner un avantage à l'avenir, bien sûr, mais pour le moment, il n'y a juste aucune raison d'acheter un Prescott. Aujourd'hui, il n'y en a pas, et peut-être qu'il n'y en aura jamais. Donc on peut se dire qu'à l'avenir, la montée en fréquence, toujours plus haute à des Pentium 4, finira par rendre les machines intéressantes, comme c'était le cas pour Northwood, mais c'est pas du tout évident, parce que la consommation est vraiment élevée. À 3,2 GHz, un Prescott consomme 90 watts.
À 3,4 GHz, c'est une centaine de watts. C'est pas très raisonnable. À 4 GHz, parce que peut-être qu'il faudrait aller dans ces extrémités pour être vraiment plus rapide que la concurrence, on Ouais. sera à 130-140 watts. Avec la chauffe et le bruit que ça implique. Et puis de toute façon, il est probable qu'on n'atteigne jamais les 4 GHz, parce qu'au plus la finesse de gravure augmente, au plus les courants de fuite sont importants. Parce que au plus c'est fin, si tu veux, c'est exponentiel même. Hein. À 90 nanomètres, on a 100 fois plus de courants de fuite qu'à 180. Et bon, si on envisage de faire on sait qu'on peut faire des transistors à 20 nanomètres. C'est-à-dire ça, c'est possible. Il y a le CEA à Grenoble, on a fait des transistors à 20 nanomètres. Et Intel, il envisage les 32 nanomètres d'ici 5 ans. C'est génial, c'est absolument super. Mais ça veut dire aussi qu'il faut repenser toute la puce autour de ça, en fait. Et parce que faire un seul transistor et faire toute une puce, c'est quand même pas vraiment la même chose. Et donc, du coup, tout ça pour dire qu'il commence à se murmurer qu'Intel ne croit plus trop à Netburst, qui était censé tout révolutionner, et qu'il essaierait de reprendre les Pentium M, qui sont héritiers des Pentium 3, hein, tout simplement, pour prendre la suite. C'est tout à fait crédible. Hein. Les premiers Prescott semblent totalement valider ce scénario, et donc, écoute, Netburst n'en a peut-être plus pour longtemps. Intéressant. Il y a un autre sujet aussi sur lequel on doit absolument revenir, Guillaume, et puis ça avait été inauguré il y a de ça quelques mois. Tu sais, hein, c'est Apple forcément qui a présenté le premier ordinateur, je crois, de bureau grand public en 64 bits. Hein. Ils étaient un peu à la traîne avec le monde des PC. Il y avait le PowerPC G4 qui plafonnait à 1,5 GHz, je crois. Là, il y a du mieux, Guillaume, ou pas? Est-ce qu'on doit un peu maintenant, avec un peu de recul, s'attarder sur le 64 bits? Alors le G5, c'est un PowerPC qui est très puissant, hein, on peut le dire effectivement. Il consomme d'ailleurs que 25 watts à 2 GHz, c'est pour montrer à quel point on est très loin des consommations des Pentium 4, des derniers Pentium 4. Les performances sont compétitives, et d'ailleurs, compétitives mais pas non plus astronomiques, et d'ailleurs c'est pour ça qu'Apple a annoncé un G5 à 2,5 GHz, avec d'ailleurs un système de refroidissement qui est assez sophistiqué, puisqu'il y a un liquide dedans qui circule, et le tout est régulé électroniquement, c'est assez fort encore une fois. Alors tu as bien dit, effectivement, et c'est vrai, les G5 sont parmi les premiers processeurs 64 bits grand public, alors que il y a déjà des processeurs 64 bits pour les professionnels depuis longtemps, hein, attention. Et d'ailleurs, les Opteron étaient les premiers, je pense, mais c'est des processeurs professionnels, et puis après il y a eu les Athlon 64 qui ont validé en quelque sorte le concept pour le grand public, même si encore aujourd'hui les Athlon 64 sont des processeurs très haut de gamme, qui sont effectivement les plus puissants sur PC aujourd'hui, mais qui restent encore vraiment, vraiment très chers. Et là, on peut se poser la question, 64 bits, pourquoi faire ? Ça sert à quoi le 64 bits en réalité pour les, tu vois ? J'allais te poser la question. Franchement, c'est pas clair. Hein. 64 bits, alors, encore 64 bits, pour te donner une idée, il y a des stations de travail DEC qui étaient 64 bits en 92. D'accord, c'est pas récent. Et les Itanium d'Intel, qui sont aussi des processeurs pour serveurs, hein, sont aussi relatifs, ils sont aussi pas jeunes, pas si jeunes que ça. Enfin, en tout cas, ils sont déjà sortis, ils sont pour le coup absolument pas destinés au grand public, et d'ailleurs, ils sont incompatibles avec nos CPU à nous pour paysans. L'Itanium, d'ailleurs, est en perte de vitesse au passage, donc à ce moment, pour Intel, c'est un petit peu compliqué, parce que le Pentium 4, bon, bof, et l'Itanium, qui est donc sa version de gros processeur de calcul pour serveur, c'est pas si foufou non plus. Et puis évidemment, il y a les Opteron, hein, comme je disais, qui lui font concurrence. Alors pour être honnête, le 64 bits, pourquoi faire ? C'est vrai qu'avoir des registres 64 bits, c'est-à-dire pouvoir faire des calculs sur des gros mots binaires comme ça de 64 bits, c'est cool, mais ça sert pas non plus tous les jours, hein, parce qu'il faut avoir besoin de manipuler des très grands nombres pour que ça soit utile. Ouais. Parce que 32 bits, c'est déjà 4... 32 bits, c'est de 0 à 4 milliards, quoi, globalement, hein, pour faire très très simple. 64 bits, c'est beaucoup plus, évidemment. Mais bon, ça va des très très grands nombres, mais on peut se dire, ça sert à quoi, tu vois. Après, on peut quand même représenter des nombres flottants aussi, avec beaucoup de précision sur 64 bits, donc c'est quand même un avantage. Et le truc, c'est que pour le coup, la plupart des logiciels actuels, tels quels, ils vont pas magiquement être accélérés par le 64 bits, pas du tout. Et c'est en fait même l'inverse, probablement, parce qu'un code de 64 bits prend un peu plus de place en mémoire, donc en mémoire cache, et donc c'est un petit peu comme s'il y avait moins de mémoire cache. Donc ça veut dire que si tu... donc en gros, il faudrait changer un petit peu les logiciels, il faudrait les recompiler, puis les modifier pour tirer parti, quoi, du 64 bits. Alors du coup, dire que le 64 bits est un coup marketing, comme certains le disent, non, en fait, c'est pas vrai. Il y a 3 raisons pour lesquelles les puces 64 bits vont s'imposer naturellement sur le long terme. La première étant tout simplement que, effectivement, quand même, c'est vrai, les puces peuvent manipuler plus de données à la fois.
Et donc, si on en tire parti, encore une fois, si on en tire parti, c'est avantageux. Le deuxième point, c'est que l'Atom 64, si on prend le cas de l'Atom 64, donc qui est le premier processeur 64 bits grand public, il dispose de 2 fois plus de registres disponibles. En fait, il a 16 registres contre 8 avant. Et c'est très avantageux, parce que les registres, c'est les variables qui sont directement intégrées dans le CPU. Au plus tu as de variables dans le CPU, au plus c'est pratique, en fait, pour faire des logiciels qui ont besoin de faire moins d'allers-retours en mémoire. Et donc, on a moins besoin de mémoire cache aussi. Et donc, on a des programmes qui peuvent être un petit peu simplifiés potentiellement et qui ont besoin de moins d'allers-retours en mémoire. Et tout ça, de toute façon, c'est c'est très positif. Là encore, il faut que les programmes soient recompilés pour le 64 bits, mais voilà, c'est une source de performance pour le futur. Et puis enfin, il y a la mémoire, tout simplement, puisque sur 32 bits, on a dit que ça va de 0 à 4 milliards, globalement, et donc ça veut dire que tu peux adresser théoriquement au maximum 4 gigaoctets de manière directe en 32 bits. Et en pratique, moins que ça, parce que Windows XP plafonne à 2 gigaoctets, sans doute à cause des zones réservées pour le matériel. Alors 2 gigaoctets, je sais ce que tu vas me dire, hein, pour moi aussi. Moi j'ai 512 mégaoctets de RAM dans ma nouvelle machine de boulot. Alors ça semble énorme, 2 gigaoctets. Mais bon, vu la vitesse à laquelle l'informatique évolue, ça pourrait devenir limitant dans 2-3 ans, tu vois, ça pourra commencer à atteindre un petit peu ces plafonds-là, quoi. Alors les puces 64 bits, tu t'en doutes, elles peuvent adresser la mémoire en théorie sur 64 bits, donc ça veut dire une quantité complètement inimaginable. Et l'Atom 64, en fait, il n'utilise pas 64 bits, les pleins 64 bits, parce que c'est juste trop, ça sert à rien. Donc il utilise 40 bits d'adressage. Donc tu peux avoir des adresses sur 40 bits. 40 bits, ça suffit pour adresser plus d'un téraoctet. Et d'ailleurs, les Atom 64 peuvent même adresser 4 fois plus de mémoire que le G5. Non, pardon, j'ai une énorme bêtise, pardon. C'est le G5 qui a 42 bits, donc c'est lui qui peut adresser encore 4 fois plus de mémoire que l'Atom 64. Donc en gros, on est à plus de 4 téraoctets pour le G5, et voilà, c'est vraiment des quantités de mémoire. Le téraoctet de RAM, c'est un truc, vraiment quand même tranquille pour très longtemps, quoi, tu vois. Voilà. Donc c'est l'avenir, c'est sûr, et Intel l'a compris aussi, hein. Paolo Tellini, donc le CEO, a confirmé qu'Intel préparait une puce 64 bits grand public qui serait rétrocompatible. Donc il serait clairement pas un Itanium, hein, puisque l'Itanium il est pas compatible, donc ça sera pas du tout de la même famille. Et donc la question se pose, comment ? C'est-à-dire comment on va faire Intel ? Puisque AMD il est clairement premier sur le créneau, ça y est, Intel avec AMD 64, AMD avec AMD 64, il est devenu le premier à avoir établi, si tu veux, un standard de fait sur le 64 bits. Et du coup, ça veut dire quoi ? Intel va créer des puces compatibles AMD ? Ce serait énorme, t'imagines, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Intel serait contraint de créer des puces compatibles AMD. Ce serait le plus logique, ce sera donc le moins coûteux d'ailleurs aussi, le plus simple, mais ce serait aussi quand même un camouflé, quoi. Ce serait. Certains diraient c'est la honte. Exactement. Mais au passage, on peut quand même noter que les Athlon 64 et les Opteron, et les Athlon tout court d'ailleurs, ils sont aussi en train de sauver AMD. Parce que, comme on le disait, Opteron lui permet de concurrencer de manière assez significative les Xeon, hein, sur le secteur des serveurs. Et d'ailleurs, c'est les Opteron qui ont été adoptés par HP Compaq dernièrement. Donc AMD affiche un dernier trimestre 2003 bénéficiaire, alors que son bilan annuel affiche une perte nette. Donc ils étaient en difficulté, et on sent très bien, si tu veux, que les Opteron commencent à les porter, quoi. Alors que la position d'Intel est beaucoup plus... elle est beaucoup plus... disons... Qu'il faut bien me comprendre. La position d'Intel, elle est très confortable pour l'instant. Ils ont 30 milliards de chiffre d'affaires en 2003, dont 8 au dernier trimestre. Rien. Et c'est un bilan qu'on doit au Centrino. Le moteur, en fait, c'est le Centrino, parce qu'ils sont issus des Pentium M. Parce que si on regarde dans le détail, les Itanium sont en berne, les Pentium 4 s'essoufflent, et donc on peut se poser la question de savoir si le vent n'est pas en train de tourner. Wow. Écoute, on suivra ça, l'avenir de la guerre des processeurs, des constructeurs de processeurs, des fondeurs arrive probablement à grands pas. On va pouvoir enchaîner parce que toute cette puissance, Guillaume, à quoi elle sert à part faire des grands calculs scientifiques ? Bien évidemment, elle sert à faire tourner nos jeux vidéo. Tu vas commencer cette rubrique jeux vidéo qui va nous permettre de conclure cet épisode avec un petit mot sur les cartes graphiques les plus branchées du moment. Exactement, mais les moins câblés. C'est ça qui est génial. Il y a pas mal d'évolutions pour les cartes 3D en ce moment, hein. C'est le passage au PCI Express, on l'a dit, puis c'est l'avancement progressif de la GP. C'est l'arrivée de la GDDR3 dans les cartes, et qui va donc nettement plus vite que la DDR2, et que donc notre pauvre DDR qu'on a encore et toujours dans nos PC actuels.
Ce bon vieux DDR. Mais c'est aussi le passage au tout shader. Et là encore, c'est un aboutissement logique. Les premières cartes 3D, comme les fameuses 3D FX, elles avaient que des fonctions fixes. Donc elles faisaient des interpolations de couleurs, elles simulaient des brouillards, elles faisaient des interpolations de textures, de l'anti-aliasing, tout ça. La triche. Elles faisaient une multitude de fonctions fixes, en fait. Et alors, du coup, ça donnait le même aspect au jeu, puisqu'on pouvait rien régler, quoi. On utilisait les fonctions qui étaient proposées par les cartes. Avec les GeForce 3 et les Radeon 8000, on a commencé à pouvoir exécuter des programmes assez simples sur les cartes graphiques. Et ça se voit sur la Xbox, par exemple. J'ai joué à Halo, et tu vois très clairement, à certains moments, qu'il y a des effets de matière que tu n'avais jamais vus, quoi. Il y a des trucs brillants, des reflets. C'est pas évident à décrire, mais tu sens qu'il y a plus de variété, voilà, dans les matières. Et donc, petit à petit, ce sont des petits programmes de plus en plus complexes, qui peuvent s'exécuter directement sur les cartes. Et puis, du coup, avoir des fonctions fixes pour tout et n'importe quoi, ça se justifie plus, puisque tu peux les programmer toi, tu peux les recoder, et tu as beaucoup plus de souplesse. Du coup, les GeForce 6 et les Radeon X800 n'ont carrément plus de fonctions câblées. C'est une transition logique, effectivement, mais c'est quand même marquant, parce que ce sont du coup devenus de véritables processeurs à part. Des processeurs à part entière, quoi. Une GeForce 6800 a d'ailleurs 220 millions de transistors. Ça veut dire que c'est presque 2 fois plus qu'un Pentium 4. Je sais pas si tu te rends compte on a des puces graphiques qui sont plus grosses que des processeurs, quoi. Et il y a un gros avantage à tout ça, à avoir des shaders là, c'est de pouvoir programmer des effets visuels jamais vus, bien entendu. Et du coup, toutes les cartes peuvent afficher les mêmes effets. Alors, ce que je veux dire, c'est que, en fait, un Pentium 2 peut faire tout ce que fait un Pentium 3, mais il le fera juste moins vite. Mais t'as pas besoin d'avoir la dernière carte graphique, du coup, si t'as des shaders qui sont complètement programmables, t'as pas que t'aies une carte graphique d'entrée de gamme ou que t'aies une carte graphique d'une génération avant, t'auras les mêmes effets graphiques, mais ils seront plus, ça sera fait plus long, donc t'auras moins d'images par seconde, ou tu devras jouer en résolution inférieure, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est que t'auras pas d'effet du tout si t'as pas la carte qui gère cet effet. Là, aujourd'hui, il y a des effets de brouillard, par exemple, qui sont réservés à certaines générations de cartes. Ça, dans le futur, ça n'existera plus. Soit tu pourras afficher tous les effets, sauf que tu le feras avec plus ou moins de fluidité, quoi. Tout le monde aura la même chose, mais certains l'auront plus moche que d'autres. Ok. Tout le monde aura la même chose, sauf que pas tout à fait. Voilà. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est ça, voilà. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est pourtant clair. Donc, voilà. Mais d'ailleurs, il y a dans le joystick des tests d'ailleurs de GeForce, de GeForce, les deux dernières GeForce les plus puissantes, la 6800 GT et Ultra. Bon, c'est des cartes qui ont 1 voire 2 connecteurs d'alimentation supplémentaires. Donc ça aussi, c'est quand même marquant à voir. On doit alimenter encore plus les cartes. Le slot AGP ne suffit plus, quoi. Et on a pensé qu'on ne pourrait pas utiliser d'ailleurs ces cartes avec une alimentation de 350 watts. En fait, c'est quand même moins terrible qu'il n'y paraît. Parce que la GT tourne avec une alimentation de 300 watts et la Ultra avec une alimentation de 350 watts. Si vous êtes vraiment chargé en périphérique, il faudra peut-être 400 watts ou 500 watts, mais très honnêtement, c'est pas la peine d'arriver à des extrémités aussi terribles, quoi. Je veux dire, une alimentation standard de 300 watts, ça peut suffire. Bon, moi, je suis resté baba devant la démo technique avec la sirène aux cheveux qui ondulent comme ça, la qualité de peau et tout, c'est vraiment bluffant. Oui. Après, c'est un peu comme avec le 64 bits. Il va falloir attendre un petit peu pour voir ce genre d'effet dans les jeux, et voilà, des jeux qui tirent parti de ces nouveaux shaders, etc. Parce que c'est bien beau de voir des cartes graphiques qui savent tout faire, mais il faut pouvoir les programmer facilement, et il faut les programmer pour ça. Et donc, il y a des langages de shaders qui arrivent aussi. Alors, pour les GeForce 6000, il va falloir attendre DirectX 9C, pour débloquer toutes les fonctionnalités de la série 6000. Donc les GT Ultra sont assez proches en termes de performance, si on veut parler des performances brutes de ces deux cartes, si on veut faire guide d'achat, puisqu'il y a 50 MHz de plus pour la Ultra, tout simplement, et la DDR aussi est à 50 MHz de plus, c'est tout. Elles ont 256 mégaoctets de RAM vidéo, donc la GT... la GT tourne à 350 MHz. Bon, 256 mégaoctets de RAM vidéo, c'est autant que mon ancien PC, donc ça devient incroyable la quantité de RAM qu'embarque ces trucs. La Ultra fait jeu égal avec donc le haut de gamme d'ATI, la X800 XT, mais on est sur des cartes à 500 ou 550 euros aussi, c'est des cartes qui ont... C'est le prix d'un ordinateur, quoi, globalement, à ce niveau-là. La GT est déjà plus raisonnable à 450, parce qu'elle bat déjà la X800 Pro, mais enfin, ça fait quand même vraiment cher. Alors on atteint des scores incroyables, évidemment, on a 57 images par seconde dans Painkiller, on a 37 dans Far Cry, un jeu qui est gourmand, qui utilise des pixel shaders 2, tout ça en haute résolution.
Mais ça reste très, très, très impressionnant. Je sais pas si tu as essayé, alors, je sais pas si tu as essayé Far Cry, il est vraiment très impressionnant. Ah non, Et pas du très, tout. très, Ah bah très, tu très sais, moi lourd. j'ai pas eu trop malheureusement de me plonger dans des jeux, donc je compte plutôt sur toi pour faire des petits Bah, témoignages. malheureusement, j'ai une FX 5200 et Far Cry dessus, ça tourne vraiment tout juste, quoi. C'est dommage. Il est très Ouais. très lourd, mais il est vraiment très très beau, ça. La densité des forêts et tout, de la jungle et tout, c'est vraiment impressionnant. L'eau aussi est vraiment super bien faite, quoi. Enfin, en tout cas, je suis pas très content d'ailleurs de la FX 5200 parce que bon, c'est une entrée de gamme, hein, c'est vrai, mais enfin quand même, hein, la génération FX de chez Mhm. Nvidia est vraiment pas fameuse. Mais bon, les prochaines générations de cartes s'annoncent vraiment super intéressantes, hein, du coup, et c'est voilà, c'est dommage que j'ai bon aussi moins le temps de jouer en ce moment, effectivement, avec le C'est quand stage. même triste, hein, ouais. Et donc c'est vrai que voilà, j'essaye de grappiller un peu de temps, mais j'ai moins de temps et c'est dommage parce qu'il y a énormément de choses qui sortent. Ouais, ouais, je regrette d'avoir trouvé un travail Mais oui, c'est ben et de oui, passer autant de temps dedans. Enfin, est-ce que je serais pas mieux à passer mon temps à faire ouais, des jeux vidéo? Je dirais pas du sport, mais des jeux vidéo, bah, ça va. Bon, d'autant plus qu'il y a quelque chose qui va sans doute arriver là avec la connexion accessible à tout le monde. C'est probablement les jeux connectés, hein, Guillaume. Ça, là il y a un c'est boom, probablement il y a un boom. l'avenir. Alors c'est vrai que moi je suis très loin de ça en ce moment parce que je joue un peu, bah, je joue moins et puis je joue plus sur portable. Et parce que bon, comme je prends le Ouais. train assez souvent, donc j'ai une GBA et ça y est, et voilà, je suis Ah, équipé très bien. et c'est pratique la GBA pour le train. Tu joues à quoi sur ta Game Boy Alors Advance? là, actuellement, je suis tombé amoureux de Fire Emblem. D'accord. C'est un truc qui vient de sortir. Fire Emblem, c'est un jeu de RPG, mais de stratégie. C'est au tour par tour. C'est une Ok. sorte de super jeu d'échecs avec des pions qui ont des histoires et qui montent de niveau. C'est vraiment génial. Enfin, Fire Emblem, si tu. J'avais connu Final Fantasy Tactics. Est-ce que c'est le même principe? Oui, oui, c'est le même principe que celui-là, effectivement. Mais je trouve que celui-là, il est plus lisible. Enfin, je sais pas, je préfère D'accord, l'ambiance, tout ok. ça. Il est vraiment très cool. Très bien, Tout ça très pour bien. dire que je continue à suivre l'actu, hein, quand même, un petit peu, même de loin. Ouais, Et c'est vrai qu'il y a énormément de jeux en ligne hein, qui sortent. Hein, j'ai pas assez de temps incroyable. libre pour me faire un MMORPG, quoi. Mais il y en a à l'appel qui sortent avec des grosses licences. Hein. On en a vu des kilos au dernier eCube. On a de nouvelles extensions pour Lineage 2, Star Wars Galaxy, avec des vrais combats spatiaux, qui arrivent avec des vrais combats spatiaux. Pareil pour Final Fantasy 11 et EVE Online. On a eu l'annonce d'EverQuest 2, qui a l'air sur les photos d'écran très très impressionnant graphiquement et qui semble vouloir devenir aussi plus accessible pour le grand public. Le jeu sera même intégralement doublé et localisé. Donc on aura même peut-être des doublages en français, écoute, va savoir. D'ailleurs, enfin, on a eu l'annonce d'un MMO Le Seigneur des Anneaux. Voilà, sobrement intitulé Middle Earth Online, simple. Oui, Il est prévu pour super. 2005. On n'en sait pas beaucoup de choses, hein. Il parle d'un système d'évolution des compétences même quand t'es offline. Bon, Le Seigneur des Anneaux, c'est tellement naturel pour faire un MMO, je comprends pas comment ça va pas arriver tout de suite, mais bon. C'est vrai, On effectivement. parle encore de Rhizome aussi, dont j'ai parlé avec enthousiasme de l'an dernier et qui n'est toujours pas sorti. Bon, finalement, il est toujours en bêta fermée, bon, ça devrait arriver à un moment donné. Tout le monde fait le sien, voilà, de MMO, c'est dingue. Il y a Codemaster qui en fait un, même avec Dragon Empire. On a des démos de tous les côtés, c'est vrai, mais bon, évidemment, hein, celui qui captive le plus et qui fait le plus Ouais, de pages dans les magazines, c'est quand même le World of Warcraft. évidemment, évidemment. Et avec les inscriptions à la bêta fermée, là, Guillaume, Exactement, il est en bêta fermée. en Europe en tout cas. Exactement, donc alors, évidemment, on rappelle, hein, c'est le MMORPG dans l'univers de Warcraft 3, qui a été testé un peu par tous les magazines, et ils sont... Tu t'es inscrit, toi, pour la bêta Non, fermée? non, non, Ça se vraiment. terminait fin juillet, là, non? Non, du tout. Ouais, Oh là là, mais non, mais j'ai pas le temps, hein, j'ai vraiment pas le temps pour un truc ok. aussi. Et je pense que j'ai vraiment bien fait, parce que je pense que sinon, mon stage aurait très mal tourné. Parce que, d'après les magazines, il est très bien. C'est ça le truc, c'est que il a l'air extrêmement addictif, et donc c'est un danger. Et pour le coup, le jeu a un graphisme qui a l'air comme ça, un petit peu cartoon, pas très évolué. Ouais, chatoyant. Parce que bon, il y a des démos techniques comme Dark and Light, par exemple, qui envoient... C'est mieux que Warcraft 3 quand tu Oui, zoomes sur les personnages de très près, oui, quand oui, même. c'est beaucoup Ah, mieux. Et en ah, fait, c'est très cartoon, mais c'est aussi très familier comme truc. ouais. C'est aussi très varié et c'est très bien fini. Et tu t'habitues finalement à cet aspect cartoon et ça donne une bonne ambiance. Et c'est vrai que ça permet de faire un jeu qui est très vaste, qui tourne sur des configurations moyennes. Le jeu va même tourner avec des modems 56K, c'est pour te dire. Et c'est surtout un jeu qui se veut très accessible. Alors du coup, voilà, cette accessibilité technique, elle se prolonge par une accessibilité en termes de gameplay, quoi, parce que le jeu, qui est d'ailleurs très stable hein, pour une bêta, il est vraiment quasi fini, c'est que c'est très ouvert aux nouveaux joueurs. Voilà. Tout est clair.
t'es jamais perdu. Les PNJ, ils ont des gros points d'interrogation, ils sont sur la tronche, hein, tu peux pas les rater, quoi. T'as des gros points d'interrogation, des gros points d'exclamation. T'as une carte avec des objectifs de quête, t'es jamais perdu. Bon, alors, on pourra dire c'est peut-être pas top en termes de jeu de rôle pur, tu vois, parce que t'es très très guidé. Ça fait très jeu vidéo, enfin, quelque part, hein, voilà. Et puis, c'est un jeu qui est assez action, finalement, aussi. Enfin, tu vois, il faut bouger quand même un petit peu. Et puis, c'est un jeu qui est assez tactique. Il y a pas mal de textes, il y a du lore aussi. Tu peux vraiment le lire si tu veux. Mais enfin, t'es constamment pris par la main. Et voilà, finalement, t'as une boucle de gameplay la boucle de gameplay principale qui te fait rester des heures et des heures et des heures. C'est la quête d'XP et d'objets en boucle. Et ça fonctionne très très bien. Ça rappelle un peu Diablo. Ça me rappelle un petit peu Diablo dans l'idée, hein, quelque part. Et voilà, c'est ça qui est addictif. Et c'est très réussi de ce côté-là. Alors, le jouabilité, c'est pas du tout un Diablo, mais cette quête d'XP comme ça, avec la montée en puissance perpétuelle qui te pousse toujours à jouer plus, ça, c'est vrai que ça y ressemble pas mal et ça a l'air super réussi. Donc voilà, World of Warcraft, il est mignon, il est riche, il est accessible et ça s'annonce comme un futur carton, j'ai l'impression, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, tu sais, moi, je suis déjà acquis à la cause, hein, parce qu'il y a déjà Warcraft 3 sur lequel je passe beaucoup de temps. Et puis bon, j'ai plusieurs copains Toi là, qui aussi? m'ont incité, effectivement. Ouais, je me d'accord. suis inscrit pour la bêta Tu t'es fermée, inscrit pour la donc on bêta? verra. Ouais, pour la bêta fermée en Europe, ouais. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Je te dirai, en tout cas. Ah, t'es Mais c'est quoi, inscrit, t'as pas encore joué, c'est dommage, je pense que ça va te Non. plaire. Ouais, fais gaffe, hein, fais Ben, gaffe. ouais, j'ai l'impression que je peux peut-être y passer un petit peu de temps, effectivement. Sortira, de toute façon, il y a le temps aussi, enfin, quoi que ça arrive vite, hein, février 2005, c'est ça, la sortie Ouais, c'est on ça, à peu mise près. dessus. Oui, c'est l'année prochaine, là, ils ont fini la bêta, ça devrait être arrivé vite, oui, effectivement. Hein. Ça va arriver vite. Je sais pas, quelque chose me dit qu'il y aura un avant et un après dans le monde du jeu vidéo et dans le monde des jeux massivement multijoueurs, parce que bon, Oh, je sais il faut pas. arriver à se tailler une place quand même, parce que vu toutes les licences quand même que Oui. tu cites, c'est vrai que quand on y réfléchit, il faut que pas mal de monde se Ouais, libère tout du le monde temps parle de World parmi of les clients de ce Warcraft, type de mais jeu. c'est peut-être aussi un peu abusé, parce que tu regardes EverQuest, c'est un monument, tu vois, et puis Ouais. EverQuest 2, il arrive, et il est aussi beaucoup plus accessible qu'EverQuest premier du nom, tu vois, donc bon, oui, l'accessibilité, c'est aussi une tendance, tu vois, donc est-ce que vraiment World of Ouais. Warcraft va réussir à s'imposer à ce point? C'est pas gagné non plus, hein. Il y a une hype. On peut Il y pas en a une. mentir. Il y a Je une peux pas dire espèce le de contraire. hype. On verra si ça se confirme dans les chiffres et si jamais il est encore là dans 2 ans. Allez, moi je parie sur EverQuest 2. Ouais, écoute, je mis un billet sur World of Warcraft quand même, mais on en reparlera, Guillaume. On verra où on se retrouvera. On va terminer quand même avec un petit point sur l'E3, hein, cet événement incontournable dans le monde du jeu vidéo. Et oui, puisqu'on en parle aussi de tout ça, l'e-Cube avec les annonces énormes, il y en avait beaucoup. L'e-Cube, ça a été quand même assez massif cette année. Alors bon, il y a eu côté jeu et côté matos. Hein. C'est probablement côté matos, moi, ça m'a le plus marqué, bien entendu. Mais bien sûr, il y a eu des jeux. On va parler aussi un petit peu de ce qui a été intéressant à l'e-Cube. Alors bon, moi, évidemment, en ce qui me concerne, c'est vrai que j'attends beaucoup Halo 2, parce que ça me fait vraiment envie. Hein. J'ai joué au premier sur PC, ça a été un coup de cœur. Alors j'ai joué sur Xbox et sur PC d'ailleurs, j'ai joué sur les deux. Okay. Et vraiment, Halo, ça a été un coup de cœur. C'est vraiment un jeu qui m'a vraiment marqué. Il n'est pas super optimisé sur PC. Paradoxalement, je trouve que c'est mieux d'y jouer sur Xbox. Mais enfin bon, franchement, de toute façon, il est très bien. C'est un shooter très cool avec un rythme qui est plus posé qu'un Quake ou qu'un Doom. Hein. C'est assez différent, c'est assez rafraîchissant. C'est très ouvert. T'as beaucoup de grands espaces avec beaucoup d'ennemis, des véhicules. T'as même des véhicules volants. Ce qui m'a surtout marqué, c'est l'intelligence artificielle des ennemis, et même des alliés d'ailleurs. Il y a vraiment des batailles rangées entre factions, entre ta faction, c'est-à-dire toi et tes alliés, et les ennemis, mais tu as plusieurs types d'ennemis, et puis tu as plusieurs factions d'ennemis, parfois même qui s'affrontent entre eux, en plus de toi et des alliés. Tu as vraiment l'impression d'être dans des vraies batailles, quoi. C'est impressionnant. Et les ennemis sont intelligents, ils esquivent, ils se couvrent les uns les autres, ils se cachent, ils ont des comportements collectifs, qui dépendent de leur race d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs races d'aliens. Et ça rend les combats vraiment intéressants, très organiques, très vivants. On est vraiment à des années-lumière de Doom, quoi. C'est vraiment impressionnant. Donc j'attends le 2. Ça a l'air très beau, hein, en plus. Ah, bah, il est très joli. Ouais. Alors évidemment, tu compares à Far Cry, tu pourras dire, ouais, Far Cry, il est mieux. Ouais. C'est vrai, mais honnêtement, je trouve ça beau déjà, et j'attends le 2. Et je suis très curieux de voir comment ils vont améliorer tout ça encore une fois, quoi. Donc vraiment, pour moi, Halo 2, c'est ce qui m'intéresse le plus. Après, il y a eu d'autres jeux intéressants. Il y a eu Prince of Persia 2, il y a eu StarCraft Ghost, qui t'interpellera sûrement. Hein. C'est le jeu d'infiltration dans l'univers de StarCraft, tu sais, avec une héroïne, là, Nova. Il va sortir en fin d'année, apparemment, StarCraft Ghost, donc pas mal. J'ai aussi une bonne curiosité pour Fear,
qui est un jeu de shooters, un shoot aussi à la première personne. Mais c'est avec une ambiance horrifique et il y a du bullet time à la Matrix, comme dans Max Payne, mais en première personne. J'ai beaucoup aimé Max Payne. Ouais. Je pense que tu pourrais aimer Fear. Ça a l'air d'être une sorte de Max Payne à la première personne avec une composante vraiment horrifique. Ça a l'air vraiment, vraiment cool. Des pouvoirs psy un peu bizarres. Ça a l'air cool. Après, sur console, on a vu évidemment la sensation qui a fait sensation, c'est les Zelda, hein, forcément. Parce qu'on a vu quelques images de nouveau Zelda GameCube avec un Link adulte et un look beaucoup plus mature, très réaliste, beaucoup plus dark aussi que Wind Waker, hein, bien entendu. Chez Sony, on a vu passer du Metal Gear Solid 3 et Gran Turismo 4 qui a tombé. Hein. Gran Turismo 4, c'est des photos, quoi. On a vu, franchement, on dirait des photos. Le réalisme sur PS2, c'est vraiment ultime, réalisme ultime, quoi. La console, on a encore dans le ventre. Hein. Ça, c'est vraiment toujours impressionné. Et voilà, bon. Je sais pas si toi, il y a des choses qui t'ont marqué dans cette équipe. Ah non, bah tu sais, moi j'ai pas beaucoup suivi, hein, malheureusement, le 3, je m'en remets toujours un petit peu à toi. Sony, hein, qui a priori se lancerait malgré tout dans le domaine de la console portable, et c'est intéressant. Mais c'est clair. Mais ça, c'est vraiment, pour moi, les gros trucs, les grosses annonces de cette e-cube-là, c'est historique. C'est Sony se lance sa première console portable, elle l'appelle la PlayStation portable. Donc bon, ok, ils n'ont pas fait preuve d'énormément d'inventivité dans le nom, hein, mais ça s'appelle donc la PSP, hein, pour PlayStation portable. Mais c'est une Rolls, quoi. C'est la Rolls-Royce des portables. La GBA à côté, c'est vraiment un jouet Play School. J'ai même honte d'en avoir une maintenant, ça y est. On sent que dans le train, ça va changer. La console est méga stylée, et elle est noire brillante avec un grand écran large. Elle est magnifique. Et ensuite, c'est une console qui lit des disques. Il y a vraiment des petits disques comme ça, comme des mini-disques un petit peu d'ailleurs, mais avec une forme arrondie, qui peuvent contenir 1 gigaoctet de données. Alors ça s'appelle des UMD. Ils appellent ça des UMD, bon pourquoi pas. C'est quand même une 32 bits. C'est une 32 bits, mais c'est une 32 bits, parce que ils disent la GBA, Nintendo dit la GBA, elle est 32 bits. Oui, elle est 32 bits. Mais elle sait pas faire de 3D, alors que la PSP, c'est vraiment une PS2 portable, quoi. Hein. Elle sait faire de la 3D, elle est prévue pour. On a vu des photos d'un Gran Turismo qui apparemment n'a pas à rougir face à la version PS2. Et puis, il y a... Alors, je reconnais, on n'a pas vu énormément de choses tourner dessus encore, hein, parce que les photos sont rares, j'allais dire. Mais bon, le line-up annonce déjà la couleur, quoi. On a Wipeout, Gran Turismo 4 mobile, Metal Gear Acid, Ridge Racer. On aura un Siphon Filter, on aura un Dynasty Warrior, Spider-Man, du lourd. Et puis, c'est des vrais titres PlayStation, quoi. Donc c'est vraiment une vraie PlayStation dans les mains. Et le fin du fin, c'est que c'est un truc multimédia. On pourra acheter des films sur UMD, comme tu achètes des DVD, tu pourras acheter des films sur UMD, et donc la PSP devient un lecteur DVD portable, tout simplement. Mais encore plus compact. Donc c'est une bombe, voilà, c'est tout. Ça enterre la concurrence, actuelle et future, direct. On te sent très emballé. Ah mais carrément. C'est parce que... Non mais il faut dire aussi, t'as vu ce que Nintendo affiche en face? Bah oui, forcément, c'est pas à la hauteur, Guillaume. Bon, je sais, la PSP, belle comme elle va coûter un rein, probablement, mais et elle va peut-être aussi bouffer sa batterie en 2-2, je ne sais pas, c'est possible. C'est possible. Mais bon, quand même, quoi, quand on voit ce que Nintendo propose en face, je peux pas nier que j'ai une préférence. Parce que oui, grosse année pour l'eCube, donc avec Nintendo qui présente sa nouvelle console portable aussi, qui s'appelle la DS. Et au moins qu'on puisse dire, c'est quand même 2 salles, 2 ambiances avec la PSP. Hein. Déjà, la DS, elle est très originale, on va dire. Elle a 2 écrans. Ça rappelle totalement les anciennes Game & Watch à 2 écrans qui s'ouvrent là, hein, je sais pas si tu vois. C'est vrai, oui, je vois tout à fait, j'en ai eu. C'est les 2 écrans, ils sont à peu près de la même taille d'ailleurs, la console se referme et l'écran du bas est tactile. Et donc t'as un stylet pour interagir, c'est quand même bizarre hein, sur une console, je sais pas trop. Comme un palme, tu vois, c'est bon, bizarre. Pour des jeux de dessin peut-être. Ouais. La DS aussi, c'est faire de la 3D, mais enfin franchement, ça ressemble plus à la Nintendo 64, la gars de la PS2, hein, clairement. On a vu la tête à Mario, parce qu'ils avaient fait un remake de Mario 64 dessus. C'est, voilà, bon, ça affiche des trucs un peu cartoon et mignons, mais bon. Il y a le Metroid Prime qui a l'air pas mal. Donc en fait, si t'as 2 écrans, la carte est en haut et tu bouges avec la croix directionnelle et apparemment, tu regardes avec le stylet. C'est comme si t'avais le stick, là, ce serait le stylet, quoi. C'est pas super naturel, si tu veux mon avis, hein. Et bon, pour ce qui est du line-up, il n'y a pas de quoi grimper au rideau non plus, hein, surtout pour les occidentaux, parce que bon, il y a quoi? Il y a Need for Speed, Dynasty Warrior, Sonic DS, ça, ouais, Dragon Ball Z peut-être. Mais enfin, Dynasty Warrior, sérieux, avec la puissance de la machine, tu vois un Dynasty Warrior affiché avec un truc comme ça? Je sais pas. Bon, je vais l'avouer, en plus elle est moche. Non mais franchement, elle est moche. Elle est pas très belle. Comparé à la PSP, c'est pas les mêmes objets, quoi. Elle est toute grise, elle a des formes joufflues qu'il faut jouer, elle a un petit air vieillot, franchement, bon. Alors c'est original, ça, c'est original. Enfin, je sais pas si tu te vois jouer avec un stylet, toi?
pour autre chose que du... Ah bah je sais pas, après je peux faire confiance à Nintendo pour me donner envie, tu vois, avec certains jeux, mais là spontanément Ouais, je vois pas. un super J'avoue, sudoku, c'est faire un compliqué. super sudoku, ouais, peut-être. Hein. Ah pourquoi pas, ouais. Ouais, bon, voilà, donc... Un Tetris avec le stylet, non? Ça servira à quelque chose? Pas Bah sûr. non, je vois pas. Non, je Je vois vois pas pas non non plus. plus. Non, face à la console de Sony, je vois pas bien comment elle pourrait exister, la Un pauvre, hein, faut Mario, pas déconner. hein, il faut bien avoir un Ah, nouveau mais mode ça, il de y aura jeu un Mario, ouais, avec mais ça. bon, qu'est-ce que tu vas faire d'un stylet? Je veux jouer avec Mario sans stylet, je sais pas. Non, je vois pas Mm. trop, je vois pas trop. Alors évidemment, ça va dépendre du prix, forcément, hein, mais enfin quand même, je m'inquiète pour Nintendo, hein. Parce que Sony est parti quand même pour renouveler l'exploit qu'il a réalisé sur les consoles de salon, hein. La PlayStation, maintenant, C'est ça vrai. écrase tout. Bah là, c'est reparti sur les consoles portables, hein. Je vois pas comment ça pourrait ne pas Mm. tout écraser, quoi. La différence est tellement énorme. Ça va fausser. Ouais, c'est sûr qu'on a quand même l'impression que le match est plié d'avance. Mais bon, tu sais, hein, ça fait un moment qu'on suit l'actu maintenant des nouvelles technologies. Et puis on peut être parfois surpris. Regarde, tiens, je vois que tu l'as noté, il y a Nokia hein, avec sa N-Gage. Bah, qui sait, peut-être que ça va, ça va toucher son public, Guillaume, d'avoir un téléphone console. Écoute, on ne Non. peut pas conclure, on peut pas conclure sans parler de l'outsider qui va peut-être créer Bah la voilà. surprise. C'est Nokia. Entre la PSP et la DS, la N-Gage. Et ouais, ils persistent. Alors, ils avaient sorti leur N-Gage l'an dernier, je crois, et là, ils sortent la N-Gage QD. Alors, la N-Gage, ou le N-Gage, ici, il y a les deux écoles. Moi, je dirais la N-Gage jusqu'à la fin de mes jours. Vas-y, je t'en prie. Je t'en prie. De toute façon, il s'en est pas vendu des masses. Hein. C'est simple, je n'ai jamais vu une seule dans la nature, d'ailleurs. Et j'ai pas... Que à la télé. Alors, le truc, c'est que j'ai pas trouvé d'infos sur vraiment... Enfin, pas beaucoup d'infos sur les nouveautés de la QD. Sous le capot, je soupçonne que la QD c'est la même en fait et que ce soit juste un redesign de la N-Gage d'origine. Toujours est-il qu'on ne téléphone plus sur la tranche du téléphone, mais on téléphone normalement, quoi, disons, voilà. Parce que c'est vrai que sinon t'avais une espèce de tranche de pastèque comme ça que tu te mettais contre l'oreille, c'était un petit peu étrange, pas rédhibitoire, mais quand même bizarre. Et elle est plus compacte aussi quand même, hein. Et le truc c'est qu'il n'y a pas de changement majeur, il y a toujours cet écran vertical qui est pas super adapté à 90% des jeux vidéo du monde. Et donc, c'est un peu compliqué pour Nokia. L'an dernier, bon, vous pouvez parier dessus, mais là, c'est vrai qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Il n'y a pas eu énormément de jeux qui sont sortis. Il n'y a pas eu de jeux en ligne qui profitaient vraiment des spécificités vraiment importantes et qui avaient du potentiel hein, de Nokia, parce que c'est un téléphone mobile, donc tu as la connectivité potentiellement, donc ça pourrait être un véritable atout. Ben, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, il faut le dire. Donc là, avec l'arrivée du rouleau compresseur Sony et peut-être du petit rouleau compresseur Nintendo, c'est mal parti, franchement, pour Nokia. Les futures consoles portables vont se doter du Wi-Fi, elles aussi, et donc elles pourront permettre le multijoueur sans fil. En local, d'ailleurs, probablement, et aussi même probablement sur Internet un jour, hein, via ta connexion ADSL quand t'es chez toi, ou je sais pas, mais en tous les cas, le Wi-Fi dans les consoles mobiles, qui arrive dans les consoles mobiles, ça va ouvrir des portes, ça va ouvrir des chemins, si tu veux, que Nokia n'a pas réussi à prendre, là, alors qu'il aurait pu le faire avant tout le monde. Donc là, ça paraît un petit peu mort. Et bon, c'est le jeu en ligne sur console, c'est parti, hein, le pari d'intégrer un modem, enfin un port Ethernet, pas un modem, même une carte Ethernet, un port Ethernet à la Xbox, c'est quand même un pari qui est probablement gagnant de Microsoft, hein, parce que du coup, Microsoft est positionné sur le jeu en ligne, sur console, de manière, pratiquement monopolistique, quoi, et donc ça a beaucoup d'avenir. Ça aussi, c'est un gros atout pour Microsoft, d'ailleurs. Écoute, on verra si la N-Gage avec son nouveau format arrive à s'imposer, mais bon, c'est pas effectivement gagné. Non, Sony en moi, force, Sony en force. La PSP va tout écraser. On a compris où tu voyais, où tu misais, sur quel cheval tu misais en tout cas. Merci Guillaume. Est-ce qu'on a fait le tour pour cet été 2004 sur l'ensemble de l'ActuTech, hein, des jeux vidéo? Ouais. Qu'est-ce que tu as prévu de faire sur la fin de tes vacances, toi, de ton côté, Guillaume? Là, c'était très sympa de discuter de tech, tous les étés comme ça au calme. C'est notre petit moment. À la fraîche, relativement. Mais bon, je vais aller me rafraîchir au ciné, justement, probablement. Il y a iRobot. Comme d'hab. iRobot doit être encore à l'affiche, je pense. Donc, je vais aller voir ça. J'ai vu Spider-Man 2. T'as vu Spider-Man 2? J'ai vu Spider-Man 2. Excellent. Excellent. J'aime beaucoup. Non, mais vraiment, Octopus, magnifique. Quoi. Vraiment super bien foutu. Incroyable. Et puis, tu sais que je suis toujours aussi très fan d'Harry Potter, mais je sais pas, maintenant, je commence à me perdre un peu dans l'histoire. Je sais pas pourquoi, il y a le prisonnier d'Azkaban là, qui est sorti, mais je commence à tomber, tu vois, dans j'ai pas lu les livres, hein, mais je commence à tomber dans un peu le nawak. Je sais pas si toi t'es un fan d'Harry Potter. Mais... je vais le confesser, j'ai vu tous les trois premiers, j'ai vu les trois premiers, Azkaban, le dernier qui est sorti aussi, mais c'est
c'est pour ma copine, hein, parce que moi, en fait, je suis Ah, pas fan du tout c'est honnête. d'Harry Potter. Bah, c'est gentil. Donc j'aime pas plus que ça. Je trouve ça sympa, mais sans plus, quoi. Tu vois, j'ai pas Mm. voilà, ça me fait pas vibrer. Alors voilà, je sais pas. Apparemment, toi non plus, ça te fait pas vibrer. Je sais pas. Est-ce que tu Je commence à m'y perdre. Après, c'est rigolo, tu vois, on les voit grandir. C'est un peu le point de repère maintenant, les Harry Potter qui sortent les uns après les autres. Et c'est pas grave si tu vibres pas pour Harry Potter, tu vas vibrer pour les JO. Là, ça y est, c'est la cérémonie d'ouverture demain. Écoute, oui, j'attends ça avec impatience. Est-ce que tu as vu les mascottes? Ah, écoute, grand retour à Athènes après plus de 100 ans, hein, voire plus. C'est marrant quand même, mais les mascottes sont C'est quoi, méga ces mascottes? moches. J'ai C'est jamais des vu des trucs. biscuits. On dirait des biscuits. Alors, tu sais que ça est censé être Apollon et Athéna en plus. T'as vu la Mais gueule non. d'Apollon, le pauvre. Je sais jamais Ah, mais lequel yo, est il a lequel. pris Il y en a un cher. rouge, un bleu, je sais jamais qui est qui. Mais je sais pas trop. Mais alors après, il faut savoir aussi que d'après eux, ça représente des poupées en terre cuite qui sont typiques de là-bas Ah, et qui ont peut-être apparemment plus, cette oui. forme super bizarre. Ok. Mais quand tu le sais pas, c'est vrai que ça a juste l'impression d'être raté, quoi. C'est dommage. On dirait que c'est des dessins d'enfants qui ont été mis en volume en peluche. C'est un peu bizarre. Je reconnais que c'est étrange. Écoute, en tout cas, il y aura des trucs à la télé hein, si tu t'embêtes cet été. Ouais, il y aura de quoi regarder. Écoute, bon, bah, comme d'habitude. Écoute, Guillaume, merci beaucoup pour avoir fait ce petit travail de compilation des magazines autour de la tech et des jeux vidéo. C'est toujours un grand plaisir qu'on se trouve ce petit rendez-vous. Qu'est-ce qu'on se dit, Guillaume? On se dit rendez-vous l'été prochain, désormais, pour se parler à nouveau de ce qui se sera passé? Bah, a priori, oui, sauf si on a des empêchements divers et variés. Hein. Maintenant, on est dans la vie active, bien alors sûr. bon, c'est plus difficile, quoi. Ah Mais bah, c'est parti maintenant, effectivement, avec toutes les contraintes. Ah, qu'est-ce que je regrette cette époque pendant les quand études. on était jeune, Bah oui, quand on était on est plus toujours jeune. jeune. Écoute, c'est parti. Ah oui, dans notre Mais tête, on vieillit au plus moins. vite maintenant qu'on travaille. Bah c'est ça, on s'en rend compte. Hein. Voilà, j'ai peur de savoir que dans 10, 20, 30 ans, oulala. Bon. Chaque chose en son temps. Profitons de l'été déjà. Merci beaucoup Guillaume pour ta préparation. Si jamais vous avez apprécié ce contenu, peut-être qu'on envisagera de lancer un podcast. On a pensé à l'appeler Tech Café. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez être sûr d'écouter l'épisode qu'il y aura en 2005, peut-être même, je sais pas, on peut rien exclure. Peut-être qu'on va y prendre goût et qu'on va diffuser des épisodes comme ça régulièrement, et puis qu'on arrivera à être présent. T'es sûr de Bah non, ouais, là Tech Café. Mais pourquoi pas? Moi, je Pourquoi voulais pas l'appeler. Mais Moi, tu sais, j'adore. Guillaume, moi, je voulais l'appeler Super Tech Fighter Alpha. Ah oui, mais c'est trop long, ça. C'est trop long. Tu sais, les gens, ils ont besoin d'avoir des noms courts. C'est mieux référence. Ça fait plus référence et tout, je sais pas. Dans Tech Café, tu vois, t'as la tech et t'as la discussion. T'as le café du commerce, un peu. T'as le non, ça te parle pas. Bon, on continuera à y réfléchir. Tech Fighter Alpha, franchement. Ouais, Super c'est Tech sûr que c'est Fighter plus classe. Alpha. Ok, mais alors Super Tech. Ok. On va voir, on va en réfléchir, on a encore un débat. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir écoutés. Et puis qui sait, hein, si jamais on rediffuse des petites discussions comme ça autour de la tech, rendez-vous la prochaine fois. Hein. Passez un bon été, en attendant profitez des salles de ciné qui sont climatisées. Ciao à toutes et Ciao à tous.